En préparation de notre débat public avec le titre Extrême droite au pluriel, comment organise-t-on la résistance? On s'est dit que quoi de mieux pour débuter qu'un regard croisé avec toi sur la France et les États-Unis, où visiblement on peut assister en temps réel à un renversement de l'état de droit et des codes qui ont régi la vie démocratique jusque-là. Et donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais te proposer de te présenter brièvement, peut-être de nous dire d'où tu viens, peut-être si tu souhaites quel âge tu as, et puis d'où te vient ton engagement politique. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis super heureuse d'être avec vous. Je m'appelle Loumira Laprès, j'ai 32 ans. Je viens de l'Ain, un département rural industriel, d'une famille de petite classe moyenne. J'ai grandi avec ma maman qui est prof d'histoire dans le collège du coin. Et je pense que ça explique largement mon engagement. J'ai vu petit à petit les gens que j'aime, avec qui j'ai grandi, mes meilleurs amis d'enfance, mes voisins, se tourner vers le vote RN, après avoir participé aux Gilets jaunes, après avoir espéré que les choses changent et que leur quotidien s'améliore et de guerre lasse, finalement, adhérer au programme, aux idées et au personnel politique du RN. Moi, je me suis engagée depuis que je suis jeune. Alors au début, ça a commencé de manière très informelle. J'ai créé une orga quand j'étais à Sciences Po Lyon, donc j'ai été une des premières de mon lycée à faire une grande école. Et à Sciences Po Lyon, créer un programme pour accompagner les jeunes de la France rurale et périurbaine à passer le concours et une fois pris, à y être bien et à s'épanouir, parce que la rencontre avec l'élite n'est pas toujours simple quand on n'en vient pas. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai participé à plein d'orgas d'égalité des chances, où j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré d'autres gens issus des classes populaires et des petites classes moyennes, notamment beaucoup de banlieusards, ce qui m'a permis aussi de creuser les liens entre nos différentes expériences. Puis le mouvement climat et puis carrément la politique. Donc je me suis présentée dans l'Ain, où je suis rentrée m'installer pendant le Covid, sous l'étiquette de la NUPES en 2022. Et depuis, je prends régulièrement la parole dans les médias et au travers de différentes campagnes sur comment est-ce qu'on regagne le cœur et les esprits des classes populaires et des classes moyennes de la France rurale et périurbaine à gauche. J'ai pas mal bossé sur la formation des militants et des militantes du NFP pendant l'UNFP, puis avant ça pendant les européennes. Et là, depuis 6 mois, un peu plus de 6 mois, je suis aux États-Unis grâce à une bourse Fulbright et où je rencontre des électeurs et des électrices de Trump dans l'Amérique rurale populaire pour comprendre ce qui pousse cette radicalisation des classes populaires blanches dans le monde occidental. Super. Et donc, c'est la raison pour laquelle tu es aux États-Unis, c'est justement que tu fais des interviews avec des électeurs et des électrices de Donald Trump, c'est ça? Tout à fait, ça et j'interviewe aussi des activistes locaux qui s'activent pour essayer de renverser la vapeur, parce que j'essaye toujours de... Donc, moi, je suis pas sociologue, je suis pas journaliste, je suis activiste. Et donc, pour moi, c'est vraiment important de penser les solutions. On a des journalistes et des sociologues extraordinaires en France qui travaillent sur cette radicalisation de la France populaire rurale. Je pense à Benoît Coquart qui a écrit Ce qui reste. Je pense à Camille Bordenay, qui est en chef des papiers Ruralité au Monde, qui font un travail remarquable de documentation. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'une fois qu'on a ce travail très précieux que eux fournissent, comment est-ce qu'on agit dessus? Et c'est pour ça que ça me paraissait important de rencontrer aussi des activistes sur place qui se battent avec des très petits moyens et dans un contexte dont on reparlera, mais qui est de plus en plus anxiogène et de moins en moins propice à une union, une coalition des classes populaires blanches avec le reste des classes populaires, malheureusement. Et donc, ta vision de la situation aux États-Unis maintenant, depuis la réélection de Donald Trump, c'est quoi? C'est un tableau en noir et blanc, un tableau gris? Alors déjà, c'est flippant parce que chaque nouvelle journée apporte son lot de nouvelles entorses à l'état de droit, quoi, tout simplement. Enfin, des choses dont franchement, je n'aurais pas pu croire les États-Unis possibles. Donc, moi, j'ai été vraiment formée au militantisme aux États-Unis. J'y ai habité 3 ans. J'ai été ce qu'on appelle organizer dans un mouvement syndical. Donc, en gros, c'est vraiment là que j'ai découvert l'activisme de terrain ancré dans les réalités des gens, loin de ce que j'avais vu du syndicalisme français, qui est quand même plutôt hiérarchique, beaucoup moins sur des luttes de construction de long terme de pouvoir citoyen, etc. Mon premier job, c'était au Congrès américain. Enfin, je veux dire, j'ai beaucoup fréquenté de gens qui ont un respect de la Constitution, de l'état de droit,
peu importe leur bord politique, très ancrés. Et c'est vrai que j'étais, quand je travaillais au Congrès au moment de l'élection de Donald Trump, la première en 2016, et depuis, il abîme vraiment profondément les institutions. Et cette radicalisation, en fait, il n'est que le symptôme de la radicalisation des classes populaires blanches à la faveur des élites économiques qui sont quand même dans un moment d'impunité absolue. Donc ça, c'est vraiment flippant. Et ce qui est flippant, c'est la rapidité avec laquelle on peut détruire, détricoter des institutions qui pourtant tenaient le choc depuis des centaines d'années. Par ailleurs, ce qui est intéressant, je pense que c'est que là, on est un mouvement de rupture. Il n'y a qu'un seul Donald Trump. Donc quand il aura rendu le pouvoir, ce qui c'est toujours le plan dans 3 ans, ça va vraiment poser la question de qui hérite de cette colère populaire. Ce qui, je pense, est très intéressant pour nous, à gauche, c'est de voir la réaction, ou plutôt l'absence de réaction du Parti démocrate et ce qui l'empêche de réagir. Donc en l'occurrence, c'est mon analyse, mais pas que, lien très puissant avec les élites économiques, alors même que on est dans un moment de colère populaire très très fort, parce qu'il faut vraiment comprendre que être pauvre aux États-Unis, c'est pas comme être pauvre en Europe. Enfin, c'est-à-dire, t'as pas de dents, t'as pas de couverture santé, t'as pas d'assurance habitation, donc ça veut dire que tu peux être viré du jour au lendemain, tu perds ta maison du jour au lendemain. Plus de 60% des Américains ont des dettes médicales. Ils vivent dans un état de survigilance constante où chaque mauvais pas de la vie peut mener à la banqueroute. C'est vraiment très particulier comme ambiance dans le monde occidental quand même, le fait d'avoir aucun filet social à ce point. Et c'est là où la gauche est criminelle parce qu'elle n'est pas capable, à cause de ses accointances avec les élites économiques, de récupérer cette colère populaire. Or, ce serait tellement simple de dénoncer cette alliance entre l'extrême droite et l'extrême argent. Ce qui est plus difficile en France, par exemple, où on a une extrême droite qui est bien plus futée et qui se pose comme un défenseur des services publics, etc. Mais là, je veux dire, c'est évident qu'il n'y a pas de politique publique en faveur des plus pauvres. Or, ce sont les plus pauvres blancs qui votent pour Donald Trump. Donc, je pense qu'il y a vraiment... Toutes les conditions sont réunies pour l'émergence d'un mouvement Bernie, quoi. D'un mouvement de gauche, de vraie gauche, qui n'a jamais vraiment pu émerger aux États-Unis à cause des résistances institutionnelles. Et c'est là où je me dis, il y a quand même un espoir. Je veux quand même croire que des centaines d'années d'expérience de la démocratie font que, en fait, c'est pas l'Allemagne nazie qui émerge après quelques décennies seulement de démocratie, c'est pas l'ancien bloc soviétique. Je veux dire, j'ai envie d'y croire parce que je me dis, sinon, ça veut dire que rien ne résiste à cette vague populiste, et ça, c'est vraiment très inquiétant. À mon avis, les prochaines années, les prochains mois vont être décisifs dans et moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse en ce moment, c'est donc tous les gens qui ont voté, les classes populaires blanches qui ont voté pour Donald Trump et qui constatent chaque jour que leur situation ne s'améliore pas, quelle va être la réaction? Est-ce qu'on est en déni absolu et que, en fait, tous les faits qui leur sont présentés comme des fake news, dès que ça ne rentre pas dans le narratif de Fox News, par exemple, mais pas que, parce que c'est le partie émergée de l'iceberg, Fox News, mais où est-ce qu'il va y avoir une prise de conscience en fait, on doit reconstruire du pouvoir populaire parce que personne ne viendra nous sauver, et est-ce qu'on va avoir une vague de candidats issus des classes populaires qui se présentent aux midterms, je veux dire, les campagnes vont commencer, là, ça y est, une vague de candidats issus du mouvement syndical. Peut-être. Enfin, je veux dire, à mon avis, c'est un peu la seule option de survie, quoi, à ce stade. Ouais. Est-ce que tu vois des parallèles, du coup, entre ces dynamiques qui sont à l'œuvre aux États-Unis, d'un point de vue social, médiatique, mais aussi politique, avec la France? Alors, je pense que là où parfois j'ai plus espoir dans les États-Unis, c'est que les gens ont vraiment beaucoup moins de choses à perdre. En même temps, ils sont bien plus propagandisés qu'en France. Et pas juste par Fox News. Enfin, je veux dire, il faut voir à quel point... Alors ça, c'est mon analyse encore une fois, mais le capitalisme est responsable de cette alliance entre extrême argent et extrême droite, et parce qu'il est responsable de la détresse des gens. Et en même temps, vivre aux États-Unis, c'est vivre dans un pays où le capitalisme est présenté comme une donnée, enfin carrément un système de droit divin, quoi. Il n'y a pas d'alternative au capitalisme. Donc, s'il y a une rupture épistémologique tellement forte qu'on arrive à une prise de conscience massive que c'est le capitalisme le problème, alors je pense qu'on peut tout à fait espérer une révolte populaire parce que les gens ont beaucoup moins de choses à perdre qu'en France. Là où, et moi c'est parfois ce qui m'interpelle chez les gens avec qui je fais campagne, dans les endroits où je fais campagne, le narratif est différent. Le narratif est bien plus, vous voulez conserver vos acquis, vous voulez conserver le service public, vous voulez conserver la sécurité de l'emploi, vous voulez conserver la sécu, alors il faut s'opposer à la migration, alors il faut s'opposer à l'Europe.
où il y a vraiment plus un réflexe défensif pour conserver les avantages que les gens ont, qui sont limités. Enfin, je veux dire, on peut reprendre la jeunesse du mouvement des Gilets jaunes. On parle de gens qui sont là aussi sur un fil, mais cette impression de vivre sur un fil, elle est différente parce qu'en fait, elle est objectivement, il y a plus de filets sociaux en France. Donc, la peur, qui est quand même le ressort de l'extrême droite, ne s'articule pas sur les mêmes choses. Et la place de la religion est aussi très différente. Enfin, je veux dire, aux États-Unis, le mouvement Trump est quand même largement capté par des chrétiens nationalistes avec lesquels il est très difficile de converser parce que chaque explication est liée à une explication biblique. Donc en fait, on ne peut pas vraiment avoir de débat, par exemple, sur le dérèglement climatique, parce que le dérèglement climatique, c'est vu comme une punition divine. Donc les solutions au dérèglement climatique sont la fin de l'avortement, la fin du mariage pour tous, parce que c'est ça qui plaira à Dieu, et donc Dieu arrêtera d'envoyer des épreuves et des catastrophes climatiques. Ça, c'est quand même vraiment pas du tout une donnée avec laquelle on doit gérer en France. Et les armes à feu, quand même. Il y a quand même un enjeu sur les armes à feu qui structure absolument le vote pour Trump, qui est quand même vraiment différent. Là où je pense qu'en France, on va assister à quelque chose de très intéressant, c'est que la marque et l'approche Marine Le Pen, qui est quand même, il faut le dire, une approche proto-nazie, avec une approche populaire de protection. La promesse de Marine Le Pen, c'est on va vous donner toute la liberté individuelle dont vous avez besoin. Donc c'est pour ça qu'on s'oppose aux ZFE, c'est pour ça qu'on s'oppose à tout ce qui peut être vu comme une restriction de la liberté individuelle, notamment pour les classes populaires rurales, donc la voiture, la construction, l'artificialisation des sols, enfin tout ça. Et en parallèle, on va vous donner une protection collective très forte avec les services publics. Cette marque-là, elle va disparaître avec Marine Le Pen. Et Jordan Bardella, il porte une marque très différente, qui est bien plus liberté individuelle et liberté collective, qui est bien plus alignée avec l'intérêt du capital, qui est bien moins protectrice. Et avec l'inéligibilité de Marine Le Pen, et donc ça veut dire plus de place, j'imagine, dans le parti et médiatiquement pour Jordan Bardella et cette marque de Jordan Bardella, qui est bien plus masculiniste, viriliste, violente, individualiste, ça m'interroge parce que je me pose la question de est-ce que les classes populaires très précarisées de l'ancien bassin industriel, donc le Nord et l'Est en gros, et toute la génération Gilets jaunes, il faut quand même rappeler que les Gilets jaunes, 44% aujourd'hui votent pour le RN, hein, donc c'est un énorme vivier de voix. Est-ce qu'ils sont déjà tellement acquis au RN que même si le RN change de discours, il n'y aura pas de changement de parti? Ou est-ce que ça va rebuter les classes populaires, notamment les femmes, qui sont très attirées par le discours de protection de Marine Le Pen? Ça, je pense que dans les mois et années qui arrivent, il va falloir porter attention. Et comme aux États-Unis, est-ce qu'on va avoir une alternative à gauche qui va être capable de récupérer ses voix? Parce qu'en fait, moi, c'est je veux dire, on parlera de pratiques militantes juste après, mais le sujet, par exemple, de la lutte contre l'abstention, on sait que la lutte contre l'abstention, ça ne marche jamais aussi bien que quand il y a une alternative. Dire aux gens, allez voter, c'est beaucoup moins fort que allez voter pour X parce que ça va vous servir dans telle sorte. Là, je pense qu'on est collectivement à un moment où l'alliance entre l'extrême droite et le grand capital est de plus en plus visible. Je veux dire, les gens se cachent quand même de moins en moins. Alors, car aux États-Unis, carrément, Elon Musk pas élu au pouvoir, c'est un délire. Mais Jordan Bardella qui nous dit que Bernard Arnault, il se lève plutôt que ses salariés à la télé. Je veux dire, c'est de plus en plus clair, ça aussi chez nous. Donc, on va voir si on est capable d'avoir un contre-discours et une contre-offre. Je pense qu'il y a une grande opportunité pour recréer cette coalition des classes populaires. Et du coup, avec ces informations-là et éventuellement ces changements ou effectivement cette visibilité plutôt de l'alliance entre l'extrême droite et le grand capital, qu'est-ce que ça nous donne peut-être comme moyen d'entrer dans une pratique militante ou comme peut-être, oui, c'est peut-être moins parler, enfin, sans parler des contenus, mais en parlant plus aussi des pratiques qu'on peut adopter pour essayer d'aller à la rencontre des classes populaires en zone rurale et périurbaine, mais aussi dans des territoires comme le nôtre. Par exemple, nous, les Français de l'étranger, on a cette problématique de l'éloignement de tout et d'être très, très peu et de devoir arriver quand même à aller toucher des personnes qui vivent ici, des Français qui ont aussi le droit de vote et qui peuvent aussi contribuer aux élections. Quelle piste de réflexion militante tu peux nous donner là-dessus? Finalement, ce qui est intéressant, c'est que votre situation n'est pas la plus éloignée de la nôtre. Vous êtes peu de militants sur un terrain très éclaté où c'est difficile d'aller à la rencontre de tout le monde. Donc, en fait, globalement, ça c'est militer à la campagne. C'est pour ça que pour moi, il y a plusieurs choses qui sont très importantes. Je crois que aux États-Unis comme en France, la propagande médiatique joue un rôle faramineux dans l'incapacité construite chez les classes populaires à remettre en question un narratif. Donc, en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est que là, moi, je le vois, je vais interviewer des gens qui votent pour Trump, je leur dis, OK, pourquoi vous avez voté pour Trump? Pour baisser les prix. OK, est-ce que les prix ont baissé?
Non. OK, donc là, on fait naître une grande inconsistance et donc un grand inconfort. Pour moi, c'est là où on peut gagner. C'est en fait, tant qu'on crée pas cette faille entre, l'intention et le résultat, ça peut pas fonctionner. Mais là, le problème, c'est que même dans la présence objective de cette faille, c'est-à-dire promesse non tenue, la machine médiatique propose des explications toutes faites. Donc, c'est à cause des démocrates, machin, c'est des mensonges, c'est des fake news. Alors que, enfin, les gens, je veux dire, ils sont pas idiots, ils font les courses, ils regardent ce qui est écrit à la fin. Et donc là, il y a plein d'explications, mais toutes aussi farfelues les unes que les autres qui viennent. Et en fait, on écoute ce qui sort de leur bouche, c'est quelque chose qui est entendu, c'est pas possible autrement. Des gens qui me disent, comme la retraite est partie capitalisation ici, mon fonds de retraite est carrément à sec depuis la crise boursière. Parfois, il faut que l'économie s'écrase pour qu'elle se relance. Ou, ah bon, Trump a dit qu'il allait supprimer la Sécu. Non, mais ça, faut que je fasse mes recherches. Je fais pas confiance à ça. Là, on a un vrai enjeu à construire un contre-narratif massif. Malheureusement, on ne maîtrise pas encore les médias, donc c'est là pour moi que les réseaux sociaux sont quand même une porte, une voie, mais il faut faire des réseaux sociaux autrement. Je crois aujourd'hui, des gens avec qui j'ai pas mal travaillé ici, qui se posent la question de la massification, parce qu'on parle quand même d'un pays où il y a plus de 360 millions d'habitants et qui fait 18 fois la taille de la France. Donc en fait, forcément, eux se posent la question de la massification depuis plus longtemps que nous. YouTube peut, avec des journalistes financés dont l'objectif est la massification, peut être une source de radicalisation des classes populaires, parce que je rappelle quand même que le parti principal des classes populaires, c'est l'abstention aujourd'hui. Donc si on fait voter des gens qui ne votent pas, ça peut nous aider à faire basculer des élections. Donc concrètement, c'est du reportage massif qui change l'angle des mêmes sujets qui sont traités par la machine médiatique qui se fascise de jour en jour, mais on traite des mêmes sujets avec des angles différents. En gros, lutte des races contre lutte des classes, si on veut l'angler comme ça, quoi. Ça, à mon avis, c'est essentiel. Et puis après, il y a tout le travail de terrain. La bataille, parce que c'est une bataille culturelle à ce stade, elle va repasser par la reconstruction de collectifs qui proposent ce narratif aux gens. Aujourd'hui, c'est un peu le problème, hein. Aujourd'hui, les gens qui sont sur les ronds-points, et les gens que moi je rencontre ici qui ont 2 tafs, parce que ça c'est très courant, c'est-à-dire les gens ils travaillent de 5h du matin à 14h dans un premier emploi, puis de 15h à 1h du matin. Ça veut dire ils dorment 3 heures par nuit. Ils sont défoncés en fait. Enfin, je veux dire, tu n'as plus de cerveau quand tu dors 3 heures par nuit. C'est normal. Donc, il n'y a pas aujourd'hui d'explication simple de pourquoi ils sont dans la merde. Nous, parfois, on est trop complexe parce qu'on part du principe qu'il faut une pensée cohérente, complexe, intellectualisée. Bien sûr, mais ça, je veux dire, ça fait 21 minutes qu'on discute, on a l'espace pour faire ça. Aujourd'hui, il n'y a pas l'espace pour faire ça partout. Et je pense que autant il y a un anti-intellectualisme puant chez les fachos, et ça fait partie quand même profondément de leur projet. Enfin, quand J.D. Vance te dit les ennemis, c'est les universités, les professeurs, tu te dis ok, ça pue. Autant nous, on a une difficulté à présenter notre pensée de façon simple et digeste pour des gens qui, je le rappelle, pensent à la politique 2 minutes par jour. Et ça veut pas dire qu'ils sont débiles, ça veut pas dire qu'ils sont inéduqués, ça veut dire on n'a juste pas les mêmes vies. Et il faut le prendre en compte. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Et pour moi, cette pensée qui était la grande force du Parti communiste, enfin, je veux dire, une pensée simple avec un système de pensée qui expliquait les rapports de force et les problèmes des gens au quotidien. Aujourd'hui, elle n'existe pas à gauche, je crois. Enfin, en tout cas, moi, je ne la trouve pas. Ou alors, quand elle existe, elle n'est pas désirable. Enfin, la pensée sur l'effondrement, genre, pardon, mais moi, j'ai pas envie de penser à ça. J'ai pas envie de penser à... Comme les humains, je crois, se divertissent beaucoup pour ne pas penser à la mort. L'effondrement, c'est la mort collective. Enfin, c'est atroce. Genre, personne n'a envie de penser à ça. Donc, comment est-ce qu'on gagne la bataille collective ou on gagne la bataille du fun, la bataille du désirable, la bataille du rêve? Et je veux dire, c'est ce que le capitalisme a réussi à faire grâce à Hollywood. C'est du travail sur des décennies que les néolibéraux ont créé quand... dans les années 60, ils perdaient tout. Ils se sont dit, OK, comment on va regagner la bataille conservatrice? Parce que là, on est en train de tout perdre, les droits civiques, les droits féministes, les droits LGBT, la bataille contre la guerre du Vietnam. Enfin, genre, on perd tout. Et bien, c'est du travail de longue haleine et qui va jouer sur les réseaux sociaux, je pense, dans des organisations collectives. Pour moi, il y a un vrai enjeu à resyndiquer massivement les classes populaires avec un syndicalisme qui propose des explications basées sur les expériences réelles des gens et du porte-à-porte, du terrain. Je veux dire, encore une fois, la grande force du Parti communiste, c'est un organe politique, un organe syndical et un maillage territorial autour d'organisations de jeunesse, d'organisations de loisirs, enfin, je veux dire, la chasse, le foot, pour prendre des exemples France rurale et périurbaine, mais du périscolaire. Enfin, il faut refaire du groupe et il faut que ce groupe soit organisé autour de temps collectifs chouettes et d'une explication simple du monde et des responsables qui font qu'on est dans la merde aujourd'hui. Merci ça beaucoup.
pratique militante, juste pour finir là-dessus, en rejoignant des espaces collectifs qui sont des vrais espaces collectifs ancrés dans le terrain, donc pas juste des espaces collectifs homogènes. Aujourd'hui, je trouve qu'on parle beaucoup de community aux États-Unis, à faire communauté, être en communauté, mais en réalité, souvent, ça, c'est un cache-misère de un groupe de potes homogènes. Faire communauté, c'est être en communauté avec des gens qu'on n'aime pas trop, qui sont pas d'accord avec nous, mais parce qu'on reconnaît qu'on a besoin les uns des autres, même si on n'est pas d'accord sur tout. Et les prémices, pour moi, d'une conversation politique saine, elle est bien s'aimer, se respecter, se valoriser. On n'humilie pas des gens en espérant qu'ils votent pour nous après. Leur dire vous êtes des gros débiles, vous n'avez rien compris, donc votez pour nous, ça ne fonctionne pas. Même si c'est tentant parfois, hein. C'est tentant, je comprends. Le nombre de gens de gauche ici qui disent aux électeurs de Trump qui se sont fait licencier, qui ont perdu leur taf à cause des coupes de Trump, ils ont envie de leur dire putain, on vous avait dit les gars, on vous avait dit que ça allait se passer comme ça. Mais en fait, une fois que tu as dit ça, les gens ils se sentent humiliés, ils rentrent chez eux, ils se recroquevillent dans leur coquille et ça fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est un débat où on pose des questions difficiles. Ça suggère pas de dire aux électeurs de Trump de pas pointer leurs incohérences, de pas pointer leurs manquements, de pas pointer la dangerosité de leur vote. Moi, je fais pas partie des gens qui disent faut pas parler des discriminations, ça fracture et ça divise les classes populaires. Les classes populaires, elles sont déjà divisées, elles votent pas pareil. Donc en fait, une fois qu'on a dit ça, maintenant la question c'est comment on recrée un cadre où ils peuvent voter pareil, et ça on le fera pas en mettant sous le tapis les difficultés, mais on le fera pas non plus en leur disant que vous êtes des gros débiles et des gros fachos et des gros racelards et on va vous expliquer pour qui il faut voter parce que nous on a compris, vous avez pas compris. Et cette ligne de crête pour moi, elle ne passe que par le terrain. Le terrain, c'est ça qui fait que tu comprends les incohérences des gens. Nous aussi, on a nos propres incohérences. Ben, c'est la vie et on n'arrivera pas à les gérer et à les digérer tant qu'on ne sera pas au contact de gens qui sont différents de nous. Merci beaucoup. Donc, avant d'arriver à la fin de l'interview, je voudrais te poser encore une question. Pour toi, qu'est-ce qui fait que toi, tu es encore militante? Qu'est-ce qui fait que tu continues à être active, activiste? Je pense qu'il y a différentes réponses. Il y a une réponse très pratico-pratique. J'en tire beaucoup de joie. Je crois vraiment que ce que le capitalisme nous a volé, c'est le collectif, le fait de passer des moments ensemble qui ne sont pas organisés autour de produire des trucs. Et donc, passer du temps avec les gens, des nouvelles personnes ou des amis, enfin des camarades qui deviennent des amis, etc. C'est aussi, je veux dire, c'est pas pour rien que les Gilets jaunes, ils ont dormi pendant des mois sur un rond-point alors qu'il faisait -12. C'est parce que pour la première fois, ils étaient en lien avec des gens et ils se sentaient dans une forme de destin lié avec leurs voisins. Et ça, c'est un super pouvoir. Je crois que les gens adhèrent aux chaînes mascu sur YouTube, à l'explication de l'extrême droite, aussi parce qu'ils cherchent de la fierté, ils cherchent un collectif, ils cherchent une explication dans laquelle ils sont pas des victimes, mais dans laquelle ils sont des acteurs. C'est ce qu'a proposé les Gilets jaunes et c'est ce que demain, ce que la gauche doit absolument proposer. Et c'est ce que moi, je trouve à titre personnel. Et puis après, j'ai aussi un enjeu spirituel, je crois. En fait, moi, je n'ai pas envie de devoir pardonner aux gens que j'aime des choses impardonnables. Et aujourd'hui, si les gens que j'aime continuent à voter pour des fascistes, on va avoir un moment très compliqué où moi, je vais plus pouvoir être amie avec eux, je vais plus pouvoir être la marraine de leurs enfants, je vais plus pouvoir aller à leur mariage. Et ça, pour moi, ça n'est pas envisageable. Et j'ai donc envie et besoin de faire tout ce que je peux pour me dire moi-même, j'ai fait quelque chose, mais surtout, au-delà de moi, pour participer à arrêter cette machine de destruction. Parce que je crois que la haine, elle détruit celui qui la ressent. J'ai envie que les gens que j'aime soient détruits par ce système. Merci, Loumire. Et du coup, je voulais juste vous dire, je trouve ça vraiment génial que vous continuiez à vous réunir. Je trouve que c'est vraiment ce travail de fourmi, de temps long, de construction de collectif, de construction de relations, qui fait qu'on va réussir à construire une alternative à gauche. Et je trouve ça vraiment, vraiment fort que vous vous soyez emparés de la marque du NFP. Et je trouve ça vraiment trop cool que vous soyez là et que vous construisiez cette force collective qui, je pense, est vraiment ce qui va nous sauver et ce qui va nous permettre de reconstruire autre chose, cet autre narratif. Donc vraiment bravo et merci. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Voilà, donc du coup, merci beaucoup à Valérie qui a fait l'interview et puis à toute l'équipe technique qui s'est occupée de mettre en place cette interview. Donc, on va continuer cette soirée en commençant en fait par un premier panel. Malheureusement, on devait avoir deux intervenants dans le panel, mais Christian Grau a eu un empêchement, donc pour l'instant, il n'est pas là. Il va essayer d'arriver, mais c'est un peu compliqué.
Donc, on va commencer avec William, c'est pas grave. Hein. William, du coup, qui est enseignant à Sciences Po Ex et qui donc, travaille majoritairement dans les relations internationales. Vous avez énormément de chance, c'est que moi, je suis une grande fan de Nota Bene. Du coup, j'ai revisionné hier le Nota Bonus avec Christian Grao. Du coup, je vais pouvoir vous dire tout ce qu'il vous aurait raconté. Au moins, je vais essayer. On va commencer. Du coup, on voulait en fait commencer cette soirée par vous parler un petit peu d'histoire et de géopolitique. Il se trouve que Christian Grao donc, est spécialiste de l'histoire du nazisme. Et nous, on est en Allemagne en ce moment. Et donc, du coup, forcément, quand on est en Allemagne, on est entouré et on est pris par cette culture-là. Et comme on a beaucoup de franco-allemands dans le public, des gens qui travaillent dans le LFP, etc., vous savez à quel point c'est compliqué quand vous arrivez à Noël avec votre compagnon allemand et puis votre grand-père de 90 ans lui demande « Et tes grands-parents, ils faisaient quoi pendant la guerre ?» Et alors là, ça met quelque chose. Mais ceci dit, ça fait partie donc de cette histoire de mémoire. Et moi, quand j'ai visionné pour la première fois, donc quand on a réfléchi en fait à faire cette soirée, on s'est posé la question « Ah, il y a Christian qui arrive, il arrive !» Voilà. Wouh, on est bon, on est bon. Perfect idea. Alors, surprise, tu peux poser ton sac. On est en direct, c'est le direct. Non. Reste à droite. Alors, je vais te laisser reprendre. Voilà, on va te donner un verre d'eau. C'est compliqué, hein, Bernard, tu veux tout ça. Voilà, donc je reprends. Donc, j'étais en train de dire que j'avais revisionné hier. Ça va? J'avais revisionné hier, donc du coup, le thème bonus avec Benjamin, où tu parlais exactement de ce qui est le cœur de ton étude, donc sur l'histoire du nazisme, qui sont aussi les périodes d'avant le nazisme. Donc, les années 20, les années 30. Et moi, ce qui m'avait marqué quand j'avais visionné cette interview, c'était ce qui se passe, justement, quels sont les premiers signes de la montée du fascisme, quels sont les premiers signes, voilà, tout ça. Donc, je te poserai cette première question, hein, qui est une question assez centrale. C'est un peu dur, mais est-ce que tu peux nous faire un résumé de cette situation, donc du coup, d'avant 33 en Allemagne, et puis éventuellement, voilà, nous dire comment les partis de gauche se sont positionnés un peu dans cette chose-là. Alors, je ne suis pas un expert des partis de gauche, hein, non, mais c'est vraiment pas ma compétence. Je m'excuse encore de mon retard. C'est toujours très compliqué de faire des analogies et des parallèles. Il y a 15 ans encore, je vous aurais dit non, ça va, ça vaut même pas le coup de le faire. Et évidemment, je change d'avis de plus en plus. Plus le temps passe, plus effectivement les astres s'alignent et pas dans le bon sens, c'est une évidence. L'une des grandes différences entre les sociétés, la société de la République de Weimar et la société dans laquelle on vit, et c'était un de mes principaux arguments pour dire c'est pas si pertinent ça de faire des comparaisons, c'était que c'est une société de grands endeuillés. C'est une société qui a perdu 1 800 000 jeunes hommes. Donc une société qui a une crise de l'avenir. Les jeunes hommes, c'était ce sur quoi devait se fonder l'avenir de l'Allemagne. Et donc, il y a quelque part, dans cette société de Weimar, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une atteinte narcissique. Moi, j'emploie souvent le terme d'angoisse eschatologique, angoisse de fin du monde, mais en tout cas de la société de Weimar, qui me semblait être l'une des choses qui Valérie direct. On attend. Pardon. Merci. On est bon? La technique s'arrête. On est bon. Et donc, c'était mon principal argument pour dire que il y avait quelque chose qui faisait que les sensibilités étaient à fleur de peau et que le discours nazi est un discours de désangoissement. On y reviendra peut-être plus tard, mais c'est ce qui fait la très grande attractivité en fait du national-socialisme sur notamment les intellectuels et la bourgeoisie, les jeunes gens de bourgeoisie cultivée. Mon idée, c'était de dire que les sociétés dans lesquelles nous sommes étaient différentes. Il y a encore 15 ans, un peu plus, je vous le dis, je vais aller voir.
problème, c'est que, évidemment, nos sociétés ont muté. Maintenant, revenons à Weimar. La société qui va accueillir le national-socialiste à partir de 1930, une société qui connaît une crise très profonde, à plusieurs couches. Une première couche, je viens de vous le dire, qui est une couche, on va dire, d'assez long terme, une société qui doit se remettre, je ne parle même pas de la guerre, je parle de la guerre. C'est une société qui doit se remettre d'une guerre qui a été un cataclysme absolu, un cataclysme qui en plus s'est terminé, non pas avec des gens qui mettent l'arme au râtelier, mais avec 5 millions d'armes individuelles qui ont envahi cette société. Donc nous sommes en fait une société qui a une appétence et une accoutumance à la violence qui est extrêmement importante et on s'en aperçoit pendant tout le long, jusqu'à 1934-1935. Vous savez peut-être pas, à Köpenick, qui est une banlieue à l'est ici, il y a des dizaines de morts et parfois des dizaines de morts par mois. Donc ça c'est une première chose. On a une société qui est malade d'une certaine violence et qui n'arrive pas à faire redescendre ses niveaux de violence. Deuxième grande couche de crise, c'est celle qui va apporter le nazisme au pouvoir, c'est la déflation, c'est 1929-1931. Vous avez ici une crise qui est à la fois une crise qui est extrêmement violente parce que l'économie allemande est une économie qui est très tournée vers l'extérieur. C'est un peu trop tunnel, c'est trop long. Non. C'est passionnant. Si c'est possible de parler un tout petit peu plus fort parce que derrière, apparemment... Ok, donc j'étais en train de dire que la société de Weimar était une société qui était extrêmement ouverte sur l'extérieur. Sa reconstruction après la Première Guerre mondiale se fait notamment avec des capitaux américains qui sont extrêmement importants. 29 est donc un cataclysme pour cette société, avec des taux de chômage qui peuvent monter jusqu'à 78% de la population active à Wuppertal en 1930-1931. Donc on a affaire, si vous voulez, à une société qui connaît des taux de chômage qui sont extrêmement importants et qui sont très déstructurants. On est face à des sociétés qui ont pas construit les idées de sécurité que les sociétés des 30 Glorieuses avaient construit et qu'on n'a plus. Donc ça, c'est le deuxième niveau de crise. Troisième et dernier niveau de crise, c'est une crise politique. On a une société qui, le nazisme en est un peu, qui vote de plus en plus à droite. Et cette société qui vote de plus en plus à droite, elle essaye malgré tout, à partir de 1929-1930, il y a une explosion électorale des national-socialistes, et la droite, notamment la droite conservatrice et, on va dire, nationale, les Hugenberg, etc., essayent de gouverner sans les nationaux-socialistes pour des raisons, c'est pas tellement les idées qui les gênent, mais c'est le style de gouvernement. Les nazis, c'est un des gens avec des battes de baseball, ou enfin, l'équivalent de la batte de baseball, etc. Et pour des gens qui ont une jolie cravate et qui pourraient des idées droites et conservatrices, ces gens ne sont pas fréquentables. Donc ils essayent de gouverner sans eux. Mais gouverner sans eux, c'est gouverner avec un éléphant dans le corridor. Et donc, ça finit par plus fonctionner. Donc, petit à petit, à partir de 1929, 1930, la République de Weimar voit cesser son fonctionnement normal. Il n'y a plus de vote parce qu'il n'y a plus de majorité possible. Et donc, on passe par des décrets qui sont signés par le président Hindenburg. Donc, vous avez ces trois crises-là qui se surajoutent. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut essayer d'expliquer la montée du national-socialisme. Il y a un dernier truc dont il faut parler, c'est la question du désir du fascisme et du désir du nazisme, en tout cas le désir de droite nationale radicale raciste. Merci. Ouais. Ah ouais, ça marche. Donc cette question-là, c'est la question de l'attractivité de cette idéologie, de ces idéologies-là, c'est quelque chose qu'il va falloir essayer de thématiser, problématiser pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Voilà. Super. C'est costaud, hein. Il y a pas mal de choses à dire en fait. Non, mais c'est vraiment passionnant parce que justement il se passe tellement de choses à ce moment-là et on a du mal en fait à apprendre tout ça dans les livres d'histoire. On n'a pas toujours toutes les informations. Nous, on passe très rapidement en France sur toute cette période-là. Et je pense que les rythmiques, elles jouent aussi beaucoup. C'est
la question des basculements, c'est pas des choses qui se passent de façon progressive, etc. Ça fonctionne par des basculements, par ce qu'on appelle en climatologie des boucles de rétroaction. Et donc, l'inertie fait que les choses avancent de plus en plus rapidement. Et c'est cette impression-là, on l'a dans le nazisme, et malheureusement, on l'a aussi aux États-Unis, bien sûr. Et du coup, tu parlais un peu de tout ça, de toutes ces évolutions, etc. Et nous, on n'a pas pu s'empêcher de voir une corrélation assez énorme, c'est l'arrivée de la radio, en fait. Dans les années 20-30, la radio va commencer à prendre vraiment beaucoup d'essor, un gros essor. Et donc, est-ce que ça a joué un rôle dans la montée du nazisme? Est-ce que ça a joué un rôle de propagande qui a permis cette arrivée au pouvoir? Alors, je ne suis pas un spécialiste de la radio, mais effectivement, la question médiatique est une question très centrale, avec d'abord une presse qui a un pouvoir infiniment plus important que la presse écrite qu'on peut connaître. Évidemment, il y a le contraste France-Allemagne, évidemment, n'importe quel journal communal utilise plus de papier que le monde, sans même parler de Libération. J'ai plein de potes journalistes, hein, c'est pas le problème. Mais les presses sont différentes et les lectorats sont infiniment plus développés. Donc la question de la presse écrite a un rôle extrêmement important avec, on aura peut-être le temps d'en reparler, mais avec un grand mania du minier rhénan qui s'appelle Alfred Hugenberg et qui a créé un immense empire. C'est ça, le boulot des potes, exactement. Donc, et qui a construit un immense empire médiatique, un empire qui est à la fois presse écrite, radio, etc. Et qui est en même temps le chef de, on va dire, la droite nationaliste, conservatrice, antisémite, raciste, tout ce que vous voulez, mais pour les vieux. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Il y a un immense conflit de génération qui s'ouvre dans la République Weimar et là où la jeunesse vote, la jeunesse, pas toute la jeunesse, et pas n'importe quelle jeunesse, mais là où les jeunesses susceptibles de voter pour la droite nationaliste va voter pour la NSDAP, leurs parents, et parfois les confrères, votent plutôt pour le DNVP, hein, donc Parti national, Parti populaire national allemand. Et c'est ce parti-là qui est dirigé par Alfred Hugenberg. Super, on m'entend? On est bon? Super, merci beaucoup. Merci à la technique d'avoir sauté sur l'occasion pour nous donner des micros, c'est génial. Du coup, merci beaucoup, Christian, ça nous donne déjà pas mal de choses à penser, à voir un peu quels sont ces mécanismes, c'est toujours important. Et donc, on va peut-être passer maintenant du coup, à un petit bond historique. Donc du côté de William, et parler de l'après-guerre, de la situation un peu géopolitique actuelle. Donc là, on fait un petit bond, et donc du coup, quand on a parlé de cette soirée, nous, la première chose qui nous a sauté aux yeux, ce sont alors actuellement, ce sont les discours populistes, parfois révisionnistes, parfois aussi complotistes, qui ont cessé de grandir depuis, surtout avec, on dira, l'essor des médias sociaux, des réseaux sociaux. Et donc, la question que je te poserai est assez large, hein, je n'en veux pas, c'est est-ce que tu peux nous donner quelques points déjà de compréhension de la renaissance du fascisme dans le monde après qu'on ait réussi à en sortir après la Deuxième Guerre, et quelles sont les forces à l'œuvre et quels sont les dangers actuels? C'est large. Voilà. Très rapidement, et ne m'en veuillez pas si je fais des généralités, mais je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'échanger avec le public et à partir de quelques questions. Ce qui est intéressant avec l'apparition des médias sociaux, et moi je vous encourage vivement à lire un ouvrage de Dan Poli qui s'appelle Les ingénieurs du chaos, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est comment les partis populistes se sont saisis bien plus et bien mieux que les partis traditionnels des nouvelles technologies d'information, de la communication et notamment des algorithmes. Il faut voir comment en Italie et ailleurs, ils ont utilisé ça aux États-Unis pour toucher massivement les classes populaires qu'ils visaient, qui étaient déçues, qui sont toutes plus ou moins victimes pour aller très rapidement de la mondialisation, hein, avec la peur du déclassement, avec de la part des populistes un encouragement de la haine vis-à-vis de l'autre avec un grand A, et l'efficacité que ça a pu avoir d'un point de vue électoral. Et Dan Poli donne plusieurs points de comparaison. Il parle de l'Italie, il parle de la Hongrie, il parle de PiS, de Pologne, il parle aussi des États-Unis. Et là, on voit, il y a peut-être une comparaison des paraisons, et très sincèrement, là aussi, comparer les réseaux sociaux aux journaux écrits de l'époque ou à radio, c'est peut-être
peut-être pas pertinent, mais néanmoins, en termes d'efficacité, de manipulation, de détournement de récit, de construction de narratif, il y a quand même des éléments clés sur la stratégie. Mais sur le fond, j'ai envie de dire, on retrouve quand même des fondamentaux. Hein. Il y a des différences en termes de stratégie. Je ne suis pas certain qu'à l'époque, les populistes de différents pays et l'extrême droite se parlaient. Aujourd'hui, on l'évoquait ce matin au cours d'un autre débat, il y a quand même une internationale des populistes, il y a une ingérence, une interaction, ils se rencontrent souvent, ils ont des mini-sommets entre eux. Alors peut-être qu'ils ne s'entendent pas au Parlement européen, peut-être qu'il y a des divisions, mais il y a quand même de sacrées convergences. Et je trouve que la gauche, qui a la réputation d'être internationaliste, est sacrément faible. Et ça souligne d'ailleurs notre faiblesse structurelle de ce point de vue-là. Donc, et ça, c'est un élément qu'il faut qu'on prenne en compte dans notre analyse. Je crois que c'est vraiment très important. Alors après, sur les raisons, je pense qu'il y a un public de militants, de sympathisants de gauche, non encartés ou pas, de la société civile. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est face à l'échec des libéraux, du néolibéralisme, qui a paupérisé les classes moyennes, qui s'est appuyé sur un grand récit fondé sur une prospérité pour tous, qui n'a pas été au rendez-vous. Et aux États-Unis, il est évident que quand on voit l'état de la Rust Belt et comment Trump a réussi à faire son miel sur ces déclassés, on a un élément là aussi de compréhension sociologique, ça a été souligné par Lumire auparavant. Et j'ai envie de dire, au-delà de ça, il y a un autre élément qu'il faut qu'on prenne en compte pour ce qui est aux États-Unis, et là il y a un point de différence vraiment avec l'émergence du nazisme en Allemagne, c'est que Trump a compris quels étaient ses points faibles lors de son premier mandat. Et l'un de ses points faibles, c'était le Parti républicain lui-même. Et il y a une sorte de... Les MAGA ont... Enfin, le terme est peut-être impropre, mais ont inverti littéralement le Parti républicain. Il a fallu moins de 4 ans pour que les MAGA deviennent majoritaires au sein du Parti républicain. Le Parti républicain, tel qu'on l'a connu jusque-là, a totalement disparu. C'est-à-dire, Liz Cheney, qui est la fille de Dick Cheney, qui n'a pas à proprement parler un grand progressiste, a fait la campagne des démocrates. C'est dire à quel point on est dans un bouleversement de l'échiquier politique américain. Et là où j'ai peut-être une petite divergence avec Lumire, c'est que on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de s'organiser comme elle le souhaiterait. Parce que ce qui se passe aux États-Unis, c'est que je ne vais pas en dire que c'est un coup d'État de l'intérieur. Il y a une transformation du régime, une transformation très profonde de la démocratie américaine. Et ce qui est en train de se jouer là en ce moment, avec le bras de fer entre Trump et les juges fédéraux, c'est l'existence de l'état de droit aux États-Unis. Et ça, c'est dans quelques semaines, dans quelques mois qu'on en verra l'issue. Donc, ce sont en train de faire Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'ils sont en train de construire le cadre collectif dont elle parle pour permettre justement d'apporter une réponse politique avec la société civile à ce que le Trumpisme allié à la tech est en train de faire aux États-Unis. Ouais, merci. C'est vrai qu'en fait, le cas de Trump est vraiment omniprésent, puisqu'on entend parler tous les jours. Hein. Il nous sort quand même quelque chose qui va vraiment nous mettre dans une situation où on se dit, mais où on va? Et puis, ça change énormément la donne, notamment en Europe. Je voulais quand même te poser une toute petite question, William, sur l'Europe. Là, on a vu la Serbie dernièrement, on a vu, on connaît la Hongrie, on connaît la Pologne. Tout ça, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi c'est là? Je veux dire, c'est assez dur parce que en réalité, je veux dire, c'était assez clair pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait l'Italie, il y avait l'Allemagne, puis un peu entre deux, c'était un peu complexe. Peut-être que Christian, tu peux nous en dire aussi quelques mots. Mais là, j'ai l'impression que c'est comme des champignons, ça pousse partout. On ne sait pas comment ça s'arrête, on ne sait pas vers où on va. Voilà. Juste une seconde, je suis en désaccord sur la dernière partie. Les choses n'étaient pas du tout claires pendant la Seconde Guerre mondiale. La grande guerre qui se joue entre le monde libre, entre guillemets, d'un côté et les fascistes de l'autre, elle est fractale. C'est-à-dire qu'elle se reproduit sur tous les territoires européens avec des guerres civiles entre des fascistes et des fascistes, des gens de droite autoritaire et des gens qui veulent
existé. Hein. C'est 1 million de morts, cette guerre civile en Yougoslavie. Je ne te parle même pas de l'Ukraine, de la Pologne, etc. Et c'est quand même quelques 150 000 morts en France. Hein. Donc c'est pas... Voilà. Donc non, ça n'a jamais été clair, mais ce que ça dit aussi, c'est que ces grandes lignes de fracture qui sont en train de rejouer, elles sont en train d'apparaître, on les voit très bien apparaître, on sait évidemment, personne ne sait comment ça va se faire, mais ça veut dire aussi que tout le monde n'a pas parlé encore, hein, et que les lignes die Nacht hat 12 Stunden, hein, après vient le jour. S'agissant, alors je ne suis pas du tout un spécialiste des pays d'Europe orientale, hein, très clairement, mais néanmoins, la thématique de ce matin était la construction européenne, l'Union européenne, etc. Je pense qu'il y a une grande déception de la population, des populations de ces pays-là à l'égard des promesses qui étaient véhiculées par la construction européenne. Au-delà de ça, il y a aussi, avec on va dire la précarité, la question sociale qui n'a pas été traitée, je rappelle quand même que les solutions qui ont été apportées à ces pays-là répondent quand même à des logiques libérales, hein, avec des puissances économiques qui ont pu s'affirmer, des standards sociaux qui ne se sont pas élevés aussi rapidement qu'en Espagne ou au Portugal. Je veux dire, l'aide qui a été apportée à ces pays-là était très inférieure aux fonds structurels qui ont permis au Portugal et à l'Espagne de parvenir aux standards socio-économiques européens. Et ça, je pense que ça crée pas mal de ressentiments, avec une forme de nostalgie qui a pu être cultivée par les anciennes élites communistes qui ont basculé pour beaucoup dans le nationalisme et l'extrême droite. Je vous rappelle quand même que Orban a un parcours quand même assez détonnant, hein. Il vient du centre-gauche, hein, à l'origine c'est un libéral, et il finit progressivement à l'extrême droite de l'échiquier. Et au-delà de ça, il y a aussi la culture de la résurgence des identités, etc. C'est un faisceau de facteurs. Hein. C'est un faisceau de facteurs. Ne pas oublier aussi qu'il y a aussi des questions territoriales qui ne sont pas réglées. Très clairement, la Transnistrie, la Bulgarie, il y a quand même des éléments qui jouent aussi, sur lesquels les leaders d'extrême droite jouent très clairement. Voilà, on est vraiment, là aussi, c'est un angle mort de la construction européenne. Il y a une insatisfaction vraiment réelle. Ils ont le sentiment qu'ils ont été considérés comme des citoyens de seconde zone. Ok. Ben écoutez, ce sera déjà la dernière question avant de prendre des questions du public. Donc c'est une question qui s'adresse à vous deux, vous allez pouvoir répondre. La situation actuelle, nous on en a parlé, ça fait déjà 2 jours qu'on parle entre nous, donc on a fait une grande rencontre du NFP pour pouvoir parler, essayer de comprendre en fait ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, etc. pour les partis de gauche, pour la société civile, pour essayer de changer un petit peu la donne. Et donc la situation actuelle, on s'est rendu compte aujourd'hui quand on a discuté d'Europe, est assez anxiogène, et donc certains d'entre nous disent tout se répète. On a vraiment l'impression d'être comme si on était dans la fin des années 20. Alors je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que ça peut aussi être un sentiment que partagent les personnes qui sont ici et puis les personnes qui nous écoutent aussi sur Twitch et sur YouTube. Donc, est-ce que vous pensez que c'est le moment, de manière très crue, de dire on doit s'organiser pour faire une résistance de gauche par rapport à la montée du fascisme? C'est une drôle de question, ça. Hein, ça, c'est sûr que l'issue de la Seconde Guerre mondiale n'a pas été, contrairement à ce qu'on pourrait penser, uniquement l'issue de 2 forces de machines, communauté générale, de machin truc des yeux chouettes, de grands empires militaro-industriels qui se sont affrontés, etc. Ce qui s'est affronté, c'est 2 régimes d'historicité, 2 types de régimes d'historicité différents. Un régime d'historicité, c'est en gros la façon dont on pense notre propre temporalité, comment on s'insère dans le passé, le présent et le futur. Et ce qui est très simple ici, c'est que les nazis ont fini par, les nazis et l'ensemble du camp, parce que la Seconde Guerre mondiale, c'est pas uniquement les nazis en Europe, hein, c'est une coalition avec des Espagnols, des Italiens, des Français, les derniers défenseurs de
du bunker sont des Français, etc., etc. Et donc, ce qui fait affronter ces deux régimes d'historicité, deux types de régimes d'historicité différents. Dans un cas, les Européens se sont aperçus qu'ils n'avaient pas d'avenir. En fait, que l'avenir, c'était, les nazis l'avaient dit direct, c'était entre 30 et 35 millions de personnes qui devaient mourir de faim. Donc eux, ils avaient vraiment pas d'avenir. Alors que dans les deux autres camps, c'était peut-être pas extraordinaire, parce que les gens étaient quand même tout à fait conscients du fait que même dans les démocraties libérales, il y avait des empires coloniaux, que dans ces empires coloniaux, les choses se passaient pas de façon top. Hein. Les Britanniques laissent mourir 4 millions d'Indiens pendant la guerre de faim, etc. Bref, c'était pas top, mais il y avait un avenir. De l'autre côté, dans l'URSS stalinienne, les gens s'aperçoivent que eux, ils ont tellement pas d'avenir que les nazis ont dit déjà qu'ils allaient en tuer le plus possible, mais il y a aussi le fait que il reste quelque chose d'un régime d'historicité qui promet quelque chose aux populations. Oui, ça va être dur. Oui, on va perdre du monde. Oui, il va falloir trimer, transpirer, etc. Mais on peut gagner. Quand on gagnera, il y aura quelque chose à construire. Moi, je pense que la question, c'est ça. La question, c'est le régime d'historicité, la façon dont on présente l'avenir. Qu'est-ce qu'on a à dire? Dire aux gens que oui, c'est vrai, c'est pas top. Ça va être difficile. On a 150 à 200 ans très difficiles à passer, mais ces 150 et 200 ans très difficiles à passer, il n'y a qu'un seul moyen de le faire. Il faut se préparer. Et en passant par là, en donnant la pilule à personne, etc., on a une petite chance de dire quelque chose d'un peu plus reluisant que les gens qu'on a en face de nous. La question elle est délicate et Lumière a apporté un certain nombre de réponses, donc je vais un peu compléter ce qu'elle a dit. Je pense qu'il faut qu'on ait conscience à qui on a affaire. On n'a plus affaire à des populistes d'extrême droite, nord de l'Est, l'AFD ou l'RN. On a affaire quand même à une coalition de gens alliés avec un capitalisme aujourd'hui qui ignore les limites des écosystèmes. C'est la symbolique de l'alliance entre la tech américaine, le technoféodalisme, pour paraphraser Yanis Varoufakis, et les nationaux populistes américains, qui ont des intérêts contradictoires. Parce que je vous rappelle que les nationaux populistes américains surfent sur la peur du déclassement de la classe moyenne américaine, alors que la tech, elle promet un avenir sans travail. Donc, déjà, il y a une espèce de contradiction dans les termes de leur alliance. Mais néanmoins, aujourd'hui, on a affaire quand même à une alliance qui a comme objectif de s'affranchir du cadre démocratique. Leur ennemi commun, c'est la démocratie. Pas la démocratie, le système de désignation, non. Ce pour que nous nous battons, le libre, l'état de droit, l'égalité homme-femme. En fait, quand même, le masculinisme a bon cours aux États-Unis et ailleurs. C'est aussi. Moi, je vous invite à lire Umberto Eco, Comment reconnaître le fascisme. Vous reconnaissez les 14 points, vous les reconnaissez partout. C'est vraiment, là-dessus, il y a vraiment des points de convergence, y compris pour les années 30. Donc, et je vous invite vraiment à lire. Allez sur le site du Grand Continent, lisez les textes de Peter Thiel et de Curtis Yarvin. Ils sont les deux principales influences intellectuelles du monde de la tech et des proches de Trump aujourd'hui. Et qui ont promu d'ailleurs J.D. Vance, qui est probablement pire que Trump en termes de, parce que lui est très intelligent, il vient pas du business, il a une vision idéologique, il a une vision politico-religieuse des choses, et il est autrement mieux construit que Donald Trump. Et j'ai envie de dire, bon, et je sais que c'est l'objet du panel suivant, donc j'ai mes idées aussi, parce que je suis aussi un responsable politique sur la façon dont il faut construire l'alternative. Sanders a bien résumé les choses. Smart, organize, and fight back. Voilà, c'est comme ça. Il y a pas 36 manières. Et il faut se coaliser, il faut se fédérer. Il faut travailler entre nous. Je sais qu'il y a des divergences entre nous, entre les forces de gauche, l'écologiste, la société civile. Mais là, il faut conjurer tout ça. Il faut vraiment aller au-delà de ça. Super, merci beaucoup. Du coup, on va prendre des questions dans la salle et des questions aussi sur Twitch et YouTube si les personnes ont envie de prendre des questions. Alors, première question, je vais donner le micro. Question média, ce serait pour Christian. Bloomberg, il se fait récupérer par les nazis, donc en gros autour des années 30.
qui récupère son appareil, puis qui finit par le tuer au moment de la guerre. 45 à 50, les Américains reprennent les choses en main en Allemagne. Ils mettent des gens comme Axel Springer qui ont un passé pas trop nazi. Qu'est-ce qui a, enfin, excuse my French, mais qu'est-ce qui a merdé? Pourquoi est-ce que c'est la presse de Springer aujourd'hui qui porte l'AfD, qui est proto-fasciste, quasiment aux portes de pouvoir en Allemagne? Merci de la question, mais je suis vraiment pas sûr de pouvoir répondre. Ce qui a merdé, c'est que la question de la porosité entre les droites classiques et les droites nationalistes, elle est toujours fondamentale dans les dynamiques qui sont celles dont on veut parler, tu vois. Et la presse Springer, elle a quand même depuis les années 60, on va dire la fin des années 60 au début des années 70, elle a été sous le feu de critiques de la gauche radicale qui ont sans doute crispé aussi ces gens-là. Hein. Et donc, je saurais pas dire vraiment quel en est le mécanisme, mais il y a ce mécanisme qui fait que les droites se droitisent et que il y a quelque chose qui se met en place qui est l'ordre de la porosité. Ben, c'est un mécanisme que j'observe et que au fond j'arrive pas vraiment à expliquer. Alors moi j'ai pas réellement une question, mais peut-être que vous pouvez répondre par rapport à ça. Moi je pense que il y a un très gros problème au sein de la gauche aujourd'hui, c'est qu'il ne touche pas assez à la classe ouvrière. Et s'il y a que comme ça qu'on pourra battre par exemple les partis fascistes qu'on nomme extrême droite. Si par exemple les partis communistes à l'époque ont eu une très grande popularité, c'est parce qu'ils touchaient à la classe ouvrière justement. Et c'est ce qui manque maintenant, parce que malgré tout, la classe ouvrière est quand même la plus grande classe qui existe maintenant, c'est la classe de masse. Et que par exemple aux États-Unis, parce que on parlait quand même des États-Unis là au début, c'est quand même la classe qui est directement en face qui sont directement opprimés par les capitalistes comme Musk, qui sont des très grandes personnalités dans le paysage politique et dominante des États-Unis. Et bien sûr que on peut faire beaucoup de choses sur YouTube, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, et c'est très important. Mais malgré tout, ils sont quand même dominés par des gens comme Musk, par exemple comme X. Et que c'est quand même important de travailler là-dedans parce qu'on voit bien que la France insoumise, par exemple, ils arrivent quand même à se présenter, ce qui est bien. Mais il va falloir aussi militer dans la réalité, militer au sein de la classe ouvrière. Et après, il y a un deuxième truc, j'espère que c'est pas trop long, c'est que je pense qu'il va falloir quand même s'intéresser aux partis de gauche avant que le nazisme arrive en Allemagne, parce que le très gros problème qu'il y a eu en Allemagne, c'est qu'il n'y a pas eu de front populaire par rapport à d'autres pays. Par exemple, beaucoup de pays n'ont pas, les fachos n'ont pas pu dominer, mais en France, par exemple, le Front populaire 36. Qu'en Allemagne, c'était déjà le nazisme. Donc, je pense que il va falloir quand même être expert dans la question des partis de gauche, parce que si on n'est pas expert dans le parti de gauche, alors on s'intéresse au nazisme, on va pas pouvoir corriger cette erreur-là. Donc, il va falloir toucher la classe ouvrière, plus créer un front de gauche. Totalement d'accord. Non, mais peut-être un élément, au risque de relancer le débat de ce matin. Lumire parlait des Gilets jaunes. Et on a eu un débat très fourni ce matin sur la question de savoir comment les partis politiques de gauche ont été dans l'incapacité à offrir un débouché politique aux revendications qui ont été mises en lumière par les Gilets jaunes, notamment les premières semaines. Parce que moi, je fais partie de ceux qui considèrent que les Gilets jaunes ont été un authentique mouvement social au début, avant que ça évolue, etc. Et qu'il y a des choses qui se sont passées dont on aurait pu se nourrir, nous, à gauche, en tout cas en termes de leçons. Je pense qu'il y a encore des leçons à tirer. D'ailleurs, les cahiers de doléances ont été mis à disposition du public. Enfin, 7 ans après.
J'ai une petite question. Alors, j'ai l'impression, enfin, c'est mon analyse, que pour l'extrême droite, il y a aussi un problème de culte de personnalité. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que, Christiane, tu disais qu'il y avait 3 crises qui ont amené l'arrivée du nazisme. Est-ce qu'il y avait aussi une histoire de culte de personnalité avec Hitler? Le culte de la personnalité se met en place après la prise de pouvoir. Mais par contre, il y a traîne toujours dans cette période l'espèce d'attente d'un homme providentiel. Oui, c'est clair que ça fait partie des grandes figures littérairo-politiques qui traînent qui traînent dans l'Allemagne de ces années-là. Et donc, il y a une rencontre qui se met en place entre quelqu'un qui fait ce qu'il faut pour représenter quelque chose et une attente qui s'incarne d'abord dans un parti, mais ensuite aussi quelque part dans une partie de la population. Oui, je voulais revenir sur le thème de la porosité entre les droites et notamment sur la question de comment on se retrouve dans des sociétés qui ont du mal à lutter. Je pense que c'est William qui l'a dit, que Orban, il vient à l'origine du centre libéral. La première fois qu'il est élu, il est célébré, comme plus tard sera célébré Emmanuel Macron, par l'ensemble des médias, en fait, europhiles en Europe. Et c'est ce qu'on observe aussi lorsque Erdogan est élu. Au départ, on le présente comme un libéral. Un libéral, Merkel dira, oui, c'est un musulman chrétien, comme nous sommes démocrates chrétiens, musulmans démocrates, comme nous sommes démocrates chrétiens. Mais c'est un libéral, surtout. C'est ça qui compte. Et en fait, tous ont, dans leur marche vers des pouvoirs autoritaires, s'attaqué d'abord à une chose, ce sont les corps intermédiaires. Et la porosité, elle se fait par là, par la même détestation tant de la part des libéraux que des fascistes pour les corps intermédiaires et pour cette espèce de fantasme d'avoir une relation directe au peuple. C'est ce que l'on voit aussi avec Emmanuel Macron. Et ma question, c'est donc celle-ci. Lorsqu'on organise la résistance, qu'est-ce qu'on fait des libéraux? Oula, il faut s'y mettre. Alors, attendez, on va prendre 3 secondes pour digérer la question. Je crois que c'est une question fermée, en fait. Non, c'est vraiment une question à laquelle je ne peux pas répondre. Je suis historien, je ne sais pas. Alors, puisqu'on fait du comparatisme, je vais aller un peu au-delà de ce que tu dis. Moi, je suis très intéressé par ce qui se passe en Italie et ce qui s'est passé en Italie. Moi, j'avais été frappé en 2009 par la lecture d'un essai que tout le monde a oublié de Raphaël Simone, qui est linguiste, qui s'appelait Le monstre doux. Et paraphrasant une théorie de Tocqueville sur la capacité dans une démocratie, et notamment avec le libéralisme, à créer une culture de masse. C'est ce qu'il démontre. Hein. Et comment, avec tout le travail que Silvio Berlusconi a réalisé avec les médias, la culture de masse qu'il a propagée, alliée, hybridée avec un populisme apolitique, a abouti à l'annihilation de la toute pensée critique. Et j'ai envie de dire, l'Italie, enfin, par rapport à la France en tout cas, a toujours 10 ans d'avance. C'est pas le même système institutionnel. C'est pas tout à fait la même culture politique. On n'a pas les mêmes modes de fonctionnement. Mais curieusement, on retrouve des tendances lourdes qui travaillent la société italienne, la société politique, l'espace politique, et qu'on le retrouve avec 10 ans de retard en France. Après Berlusconi, on a eu quoi? On a eu Matteo Renzi, fruit de la vague fusion entre les démocrates chrétiens italiens et le Parti communiste. Une droite ni gauche, hein, d'une certaine manière. Et quelques années après la parenthèse Paolo Conte, on a eu Giorgia Meloni. Et ça, c'est le fruit aussi de changements profonds. Et la culture a joué un rôle dans cette affaire-là. L'approche, le rapport que les gens ont à la culture a vraiment évolué. Il y a un documentaire très intéressant sur les plateformes d'Arte qui vous montre comment Silvio Berlusconi a réussi à prendre en main tout le réseau de télévision régionaux et à changer complètement la vocation
de la télévision italienne qui était orientée vers vraiment une volonté d'élever, on va dire, par la culture, l'éducation, les masses italiennes. Vraiment, c'est très intéressant. Et c'est parti de là aussi. C'est un des éléments explicatifs. Super. Alors, du coup, je vous remercie. Ça fait déjà... je pense qu'on est vraiment pas mal, là. non, on a fait pas mal de questions. Du coup, j'en profite pour remercier grandement Christian qui a couru pour arriver jusque-là. Merci à Liliane d'avoir prévu. Donc, on finit ce premier panel. Je suis désolée, au départ, on avait prévu 15 minutes de pause, mais malheureusement, on va devoir se presser un petit peu parce qu'il y a un événement derrière qui s'est mis. Il avait fait 5 fiches, mais du coup, on en fait un peu moins. Mais vous aurez l'occasion de pouvoir discuter avec eux après, si vous voulez, autour d'un verre. Il n'y a vraiment pas de souci. Et donc, on va passer au panel numéro 2. Donc, je vais laisser Valérie prendre la main. Merci beaucoup. Merci à vous. Du coup, je vais demander aux autres panélistes de me rejoindre. Et donc, j'accueille d'abord Ella, qui est co-coordinatrice nationale du Parti Génération. Voilà. Alors, on fait tout en même temps. Ensuite, Ella, merci d'être venue de Paris, où tu es élue en région Île-de-France, à Massy. Et ensuite, j'invite Asma Rahmaoui Taquin. Je suis perdue dans mes fiches. Asma, qui est co-référente de LFI Europe Centrale et Balkans et ancienne candidate NUPES et LFP. Merci. Et j'invite Théo Bernier, membre du collectif Victoire Populaire. Merci. Voilà, je vais m'asseoir parce que de toute façon, on ne me voit pas dans la caméra, donc ça vient, j'espère. Voilà, déjà qu'on m'a vu beaucoup tout à l'heure. Oui, notre deuxième panel va se pencher sur la question des outils et des dynamiques militantes qui sont à notre disposition pour organiser la résistance contre les extrêmes droites. Voilà, donc merci d'être là. Je vais commencer de manière pas très très galante, j'avoue, en posant une question à Théo qui est donc dans un collectif de la société civile, donc Victoire Populaire. Voilà, donc Loumire, dans son interview, elle laisse entrevoir qu'il y a un certain essoufflement du Parti démocrate aux États-Unis et puis des partis qui forment aussi le NFP, qui forment la gauche en France et qui peinent à convaincre. En France, Victoire Populaire a joué un rôle important lors des dernières élections législatives. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir justement quelle méthode vous avez utilisée pour mobiliser lors des élections législatives anticipées. Voilà. Cette question. Déjà, juste pour l'instant que je ne suis pas porte-parole de collectif, il faut que je parle vraiment. Le STAC, on s'inspire pas mal des méthodes d'organising des US, notamment de mouvement Sunrise. Donc, on est pas mal en contact avec les murs. Le STAC, on a des méthodes peut-être un petit peu différentes. Nous, sur cette campagne, c'est vrai que ça a été une campagne très éclair, sauf qu'on sortait donc de 2 ans d'activité bénévole. On avait vraiment un peu aucune activité. Et donc, en quelques jours, on a relancé les groupes locaux. Voilà, ça c'est possible. Mais surtout, on s'est tout de suite rapproché des autres organisations de société civile, le mouvement de Caroline de Haas, par exemple, il y a le mouvement de la Victoire, etc. Donc, pour essayer de mettre en commun les expertises de chaque organisation, voir en quoi est-ce qu'on est bon et complémentaire. Et donc assez rapidement, c'était vraiment créer des groupes locaux pour faire le terrain. Et ça, et puis après, on est pas mal aussi sur tout ce qui est campagne de phoning, où en fait, on va appeler les gens. Pour typiquement pour les inscrire sur des événements en ligne qui vont ensuite pouvoir être transcrits sur des événements sur le terrain. Et typiquement sur cette campagne, on a, si je reprends un peu
statistiques en fait, finales de ce qu'on a pu faire. On a passé au total 260 000 appels. On a facilité 30 000 procuration, parce qu'on avait une plateforme de procuration. Et on a mobilisé en gros 1 000 bénévoles. Donc c'était vraiment chose est claire. Et après, en fait, nous, les techniques surtout de mobilisation, ça va être beaucoup de. Alors ça, c'est une phrase de Lumière qui dit qu'on a 2 oreilles et une bouche, et qu'il faut utiliser de cette manière de proportion. Et donc en fait, c'est des techniques où on va écouter les gens et essayer ah ouais, on a évidemment une envie on a un programme, enfin voilà, donc mais arriver à lier en fait leur préoccupation à comment on peut répondre à quel problème qu'on a. Merci beaucoup. Merci. Et donc, du coup, je voulais enchaîner avec vous, Asma et Ella, sur. Vous êtes 2 personnes de terrain, vous avez fait des campagnes aussi, je ne sais pas combien vous en avez à votre compteur, mais je pense un certain nombre. Et puis toi, Asma, tu as fait la campagne aussi de Die Linke à Neukölln, là pour les dernières élections législatives. Et du coup, j'ai une question, c'est quelle est votre pratique militante préférée? Est-ce qu'il y a une pratique que vous vous êtes dit, celle-là, elle porte vraiment ses fruits, et c'est la pratique que je veux garder dans mon répertoire militant. Et là. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et je tiens aussi à remercier le Café Madame, parce que la première chose à faire pour lutter contre l'extrême droite, c'est d'avoir un espace pour le faire, tant un espace militant, mais aussi un espace physique. Et Café Madame a toujours été là. Donc, vielen Dank an den Café Madame, dass wir hier sein dürfen. Et merci à l'équipe d'organisation, merci à Lilé aussi pour toute l'organisation de ce week-end qui est très important. 3 mots, je dirais représentativité, terrain et agenda. Je vais commencer par agenda. La réussite de Die Linke, alors je me distancie aussi un peu de ça. Nous, ce qu'on a fait, en tout cas Berlin Insoumise, c'est qu'on a soutenu le candidat Ferhat Kotchak. On n'a pas soutenu Die Linke en tant que parti, parce qu'on n'a pas... on n'est pas sur les mêmes lignes exactement au niveau politique et on considère que c'est aux militants et militantes de s'engager, elles et eux-mêmes, dans une campagne qui leur convient au mieux. Nous, on a soutenu Ferhat Kotchak pour diverses raisons et notamment sur le fait qu'il n'a pas laissé 1 millimètre à l'extrême droite dans son agenda. Il n'a pas parlé activement de migration comme on l'entendait par les partis diverses sur les chaînes de télé. Non, la migration est un non-sujet, c'est pas un sujet qui intéresse les Allemands. Et ce qui intéresse les Allemands, c'est le problème au niveau des locations. Il faut savoir que 80% des Allemands et des Allemandes qui vivent dans les grandes villes sont locataires et donc sont tributaires de loyers exorbitants, sachant qu'on n'a plus de de couvercles sur les loyers. Et donc ça, ce sont des sujets qui donnent aussi envie aux gens d'aller voter. Surtout le sujet aussi des passoires thermiques, qui est un sujet qui est clairement lié à l'écologie populaire. Donc voilà, il a vraiment pris cet agenda-là et s'est dit non, nous on est de gauche radicale, c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser l'extrême droite dicter notre agenda. On va parler de social, on va parler d'écologie, on va parler de paix, de relations internationales, de respect du droit international et d'une Europe à notre image, c'est-à-dire une Europe qui accueille au lieu d'une Europe forteresse. Donc cette question d'agenda est extrêmement importante parce qu'à partir du moment où on donne le ténor des sujets qu'on veut aborder, on est aussi maître et maîtresse sur ces sujets-là. On peut parler d'immigration, il n'y a aucun problème, mais je ne parlerai pas d'immigration avec la boîte à outils donnée par l'extrême droite et les médias d'extrême droite. C'est-à-dire qu'on peut parler d'immigration, dire que les personnes issues d'immigration rapportent beaucoup plus que ce qu'elles prennent, entre guillemets. Là-dessus, l'Institut La Boétie a fait différentes notes là-dessus, sur ces sujets-là que je vous invite à lire. Question de représentativité, on a besoin de gens, on est en Allemagne, donc de gens au Bundestag, mais aussi à l'Assemblée nationale, à notre image. Et je pense notamment à Rachel Keke, par exemple, qui était la première femme de chambre ayant mené la lutte notamment au Batignolles, qui a réussi à être élue en 2022 et malheureusement face au bouclier qu'il y a eu face à elle avec l'ERN et la Macronie main dans la main, n'a pas réussi à être réélue en 2024. C'est un réel problème. On a besoin d'institutions à la hauteur et à l'image des personnes qui sont censées représenter, c'est-à-dire nous. Et quand je vois le Bundestag, moi je travaille dans le domaine énergétique en lien avec le Bundestag, on a une surreprésentation d'avocats, d'avocates, de personnes issues de classes sociales bourgeoises. Et donc, ces personnes-là ne vont pas s'intéresser à des sujets qui sont extrêmement importants, ne serait-ce que
voilà, l'avortement, par exemple, c'est pas du tout un sujet minoritaire. On parle de 50% de la population. Je vais faire très court là-dessus, mais ce n'est plus du tout un sujet qui est évoqué dans le coalition de Fatrac, donc le contrat de coalition. Et si on n'a pas suffisamment de femmes pour porter ce sujet-là, de personnes qui sont directement concernées, eh bien, on sait que ça va passer à la trappe. Et c'est la même chose avec les sujets qui vont toucher les classes dominées. Et enfin, le terrain. Et je finirai là-dessus. Il faut savoir qu'une porte sur 5 en Allemagne, durant la grande campagne de porte-à-porte de Die Linke, a été toquée dans notre quartier, donc pour faire Adcochak. Ça montre aussi l'importance de la campagne, l'importance d'être directement en contact avec les gens. Il faut savoir que nous aussi, pour la campagne du Nouveau Front Populaire, on a fait du porte-à-porte avec un très bon résultat, c'est-à-dire qu'on a progressé quand même de 10 points par rapport à 2022 quand on regarde les résultats de 2024. Et c'est ce travail de terrain-là qui a sauvé Die Linke. Il faut savoir que quelques semaines avant le scrutin, Die Linke était à peu près à 4%, c'est-à-dire en dessous, dans le système allemand, en dessous de la barre des 5% qui aurait permis au parti d'exister au Bundestag, donc au Parlement allemand. Et d'un coup, il y a eu une remontada jusqu'à 8,8% lors du scrutin en février, qui est due justement au fait que Die Linke s'appuie sur des antennes d'aide locale qui s'appellent Die Linke Hilft, qui permettent de l'aide juridique et administrative. Et c'est ce que on essaye aussi de faire au mieux, nous, depuis 2022, que ce soit au niveau de la NUPES, du NFP, mais nous, à Berlin, dans le cadre de Berlin Insoumise. On a les hivers solidaires pour lutter aussi contre la solitude, notamment des étudiants. On organise des maraudes solidaires. On est en lien avec différentes associations, notamment, pas seulement notamment, mais tous les 8 mars, qui est Lara Berlin. Je vous invite aussi à les soutenir pour voilà, ouvrir des places de logement d'urgence pour les femmes et les personnes queer victimes de violences. Et c'est ça, en fait, c'est arrêter d'être la gauche du contre, arrêter d'être la gauche qui est contre l'extrême droite. Alors bien sûr, on reste contre l'extrême droite, ça, il n'y a aucun sujet là-dessus, mais d'être aussi la gauche du pour, la gauche d'être pour des propositions et de ne pas attendre d'être élu pour le faire, en fait. C'est-à-dire que nous, on a les moyens au niveau des militants, des militantes, du programme pour faire avancer les choses. On veut une gauche qui est féministe, qui est inclusive, et bien on le fait, on le met en place dès maintenant. On le met en place, que ce soit avec les hivers solidaires, les maraudes. Je parlais aussi de tout ce qu'on fait au niveau du féminisme, mais c'est aussi être présent, occuper le terrain, parce qu'on sait très bien que si on ne l'occupe pas, la droite saura très bien le faire, et la droite sait très bien s'unir quand il faut nous battre. Donc ne nous laissons pas abattre. Merci Asma. Et ben, du coup, oui, et là, j'avais une question pour toi, avec peut-être aussi un tour d'horizon par rapport à la gauche qui est pour ou à ceux qui sont pour, et oui, à ta pratique militante préférée. Bon, d'abord, merci pour l'accueil, et je ne sais pas par quel miracle je me retrouve à Berlin avec plein de Français dans une salle pleine qui débattent, qui parlent de politique et qui contribuent, je crois, très activement, en fait, à ce qu'on est en train de construire à gauche. Moi, je suis vraiment, je le dis, très, très, très impressionnée. Je ne m'attendais pas. On est là depuis hier avec William, et voilà, bravo. Juste bravo. C'est un miracle ce qui se passe ici, et il faut continuer à faire vivre ce type de miracle parce que ça contribue aux victoires futures, d'autant plus que les logiques unitaires auxquelles je suis, en tant que coordinatrice nationale de génération, très attachée, puisque c'est dans l'ADN de ce qu'on défend. Voilà, vous l'incarnez assez naturellement, et je trouve que ça mérite d'être salué dans une période qui est difficile. Voilà. Je vais quand même dire d'où je parle. Je suis un peu plus vieille que toi, Asma, je dirais pas mon âge, mais tu évoquais Caroline de Haas. On a été syndicalistes étudiantes ensemble dans les mêmes universités, et donc j'ai des pratiques militantes qui sont simplement issues des croix et des colonnes, et tu as raison. Il y a un mec qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon qui, à l'époque, m'a appris pour gagner, il y a deux choses à maîtriser, le fichier et le calendrier. Et c'est lui qui m'a formé. Pour dire, et c'est quelque chose que j'ai gardé 30 ans plus tard en tête, parce que tu as raison quand tu dis il faut avoir la maîtrise de la mobilisation, maîtriser les échéances, et surtout savoir constituer un vivier d'électeurs. Je crois qu'il y a beaucoup d'organisations de gauche qui se sont inspirées de la campagne d'Obama, et des outils qui ont été créés, et des partis de gauche, plusieurs ici, on connaît les outils qui ont été développés pour savoir comment on va cibler nos électeurs. Évidemment, il y a de nouvelles méthodes de communication qui existent, et ça a été rappelé tout à l'heure, mais les réseaux sociaux sont venus percuter nos pratiques militantes. La vidéo, on voit à quel point Bardella s'en saisit, l'extrême droite s'en saisit, on voit à quel point, moi je suis assez bluffée par le fait que des générations de militants très jeunes ne sont d'aucun parti,
et sont structurées politiquement. On a recruté à Génération elle va regarder ça, elle va hurler, mais une personne, une jeune femme qui au moment de l'entretien avait parlé de bataille culturelle, avec tous les codes du discours politique qu'on met des années à acquérir à force de formation politique, et elle l'avait naturellement, probablement parce qu'elle fait partie de ces réseaux d'activistes comme Lumire et d'autres ici que j'ai rencontrés ici à Berlin dans la salle, qui me disent: je suis membre d'aucun parti, et pourtant on entend derrière le discours très structuré politique. Et ça veut dire qu'il faut aussi avoir en tête que tout se passe pas aujourd'hui forcément dans les partis, et le rôle des réseaux sociaux à ce titre ça a été, à mon avis, énorme. Et ça nous oblige, parce que ça veut aussi dire qu'on a une bataille culturelle à mener qui permet de proposer un discours, un contre-discours, plus précisément, parce que tout à l'heure, vous rappeliez que les médias sont entre les mains de quelques milliardaires, et le rôle de Bolloré aujourd'hui contribue. L'extrême droite, elle est en train de gagner la bataille culturelle, et donc nous, il faut qu'on ait aussi la maîtrise d'outils de communication populaires, qui permettent de vulgariser un peu nos idées, parce qu'on a aussi des projets politiques qui sont complexes, intelligents, et qui donc sont compréhensibles bien souvent par des bac+8. Dans les partis politiques de gauche, c'est vraiment, la sociologie, elle est assez évidente, et donc ça veut aussi dire que dans nos pratiques militantes, il faut qu'on puisse faire simple, voilà, faire du rouge qui tâche, et pour être compris par le plus grand nombre. Et comme nous, on représente les classes populaires, en tout cas, on entend proposer des solutions, et tu as raison quand tu dis qu'il faut aller s'adresser à la classe ouvrière, aux habitants des quartiers populaires qui, pour une grande partie d'entre eux, ne vont pas voter, et ce sont des électeurs qu'on défend dans nos projets politiques, et qu'il faut savoir convaincre de la pertinence, de l'intérêt d'aller aux urnes. Donc, ça se fait par les réseaux sociaux, mais moi, je suis une fille très à l'ancienne, et je crois que la méthode la plus efficace reste le porte-à-porte. Pourquoi ? Parce que contrairement aux réseaux sociaux, on n'est plus dans un rapport unilatéral où on transmet un message, mais la méthode du porte-à-porte, elle permet surtout d'aller écouter. Parce que nous, il faut qu'on ait cette posture d'humilité aussi, dirigeants politiques, candidats, etc., partis politiques, d'aller écouter et s'instruire du quotidien. On vit tous dans des villes où il y a des gens, et on connaît les problématiques, et heureusement que les partis politiques sont pas faits uniquement de collaborateurs parlementaires ou de gens qui sont complètement déconnectés. J'ai rien contre les collaborateurs parlementaires, pardon Alilé, mais non, mais je veux dire que le personnel politique, et voilà, quand on va dans les partis, on voit bien la composition de surtout certains partis et tout, et que ça dit aussi beaucoup. Ça faut aussi qu'on retourne ou qu'on amplifie notre présence sur le terrain. Donc le porte-à-porte, pour moi, c'est l'outil. En tout cas, je l'ai beaucoup éprouvé, et c'est mon préféré, parce que on se prend des gifles, on se fait engueuler, et on sent la température. Voilà. Et ça, c'est important de se dire, on n'est pas juste entre gens qui se ressemblent, mais on va voir celles et ceux qu'on veut amener aux urnes, quitte à se prendre des baffes de temps en temps. Et surtout, notre posture, elle est humble, dans la mesure où on se met au même niveau que notre interlocuteur, et on est là pour proposer des solutions politiques. Tu as donné quelques-uns des sujets qu'on a la responsabilité, sur lesquels on a la responsabilité d'avoir un projet. On a été, je crois, capable en très peu de temps, d'ailleurs, de se saisir d'un certain nombre de questions dans le cadre du nouveau Front populaire qui nous ont réunis. Et je crois que ce que disait Lumire tout à l'heure, faire cette pédagogie et faire ce travail d'éducation populaire, de déconstruction du discours médiatique qui est simpliste et qui ne sert que les intérêts des libéraux et de l'extrême droite aujourd'hui. Je voyais bien la manière, vous êtes peut-être un peu moins exposés que nous, qui sommes en France confrontés à une offre médiatique médiocre. C'est des chaînes info en continu qui racontent des conneries toute la journée. Et donc, la nana lambda ou le mec lambda, quand il rentre du boulot et qu'il écoute ça, vous pouvez être sûr qu'il y a beaucoup de chances qu'il aille se diriger très simplement vers un vote à l'extrême droite. On est tous très consternés
par des plateaux télé tous les jours qui sont à 100%, où les chroniqueurs portent un discours soit néolibéral, soit proche de celui de l'extrême droite. Et ça veut aussi dire que nous, militants de gauche, il faut qu'on redouble d'efforts dans le porte-à-porte, dans la manière dont on écrit notre acte, qui doivent être compris par nos électeurs en particulier, parce que les autres, ils lisent des intellos, ils lisent plein de bouquins, voilà. Et le décryptage se fait plus simplement. Et voilà, faut qu'on se confronte à nos électeurs de cette manière-là. Je vais pas faire plus long, mais dire porte-à-porte, 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 croix et colonne, et repérer là où nos électeurs sont les plus présents, nos potentiels électeurs sont les plus présents pour aller les convaincre, leur expliquer et avoir cette posture d'humilité qui consiste à les écouter avant tout pour avoir un projet en adéquation avec leurs préoccupations. Merci beaucoup. Oui, donc comme je disais tout à l'heure, comme Gaëlle disait tout à l'heure, ouais, on est un peu plus pressé par le temps cette fois-ci, donc je voudrais vous laisser un peu plus de temps pour poser vos questions. J'ai juste une dernière question à vous trois. Avant d'ouvrir au public. Et justement, je voulais vous demander, en fait, en général, quand on sort faire du porte-à-porte, juste avant une élection, est-ce que franchement ça peut marcher ou est-ce que en fait le travail ne doit pas se faire sur le temps long, tout le temps? Qui veut commencer? Vas-y, Théo. Oui, effectivement, pour nous, Victoire Populaire, c'est pas une évidence. Là, on avait quelques mois, on avait fait une campagne test pour l'association sur quelques groupes locaux, et on vient de lancer justement la campagne de manière nationale. En fait, notre calcul il est simple. Il y a à peu près 45 millions d'électeurs. Il y a 7,7 millions de personnes qui sont mal inscrites. Ils sont en gros pas inscrites dans le vote le plus proche. Et quand c'est le cas, ça divise par 3 pour tenter de voter. Donc en fait, même des personnes qui voudraient aller voter, il y a de grandes chances qu'elles ne le fassent pas si elles ne sont pas inscrites pour le moment. Donc là, il y a tout un travail à faire, et ça, on ne peut pas le faire au moment de l'élection. Ça, c'est un travail justement entre les élections, c'est ce moment-là. Il y a aussi 2,9 millions de personnes qui ne sont pas inscrites. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus. Et donc là, on a justement mobilisé les groupes locaux là-dessus. Nous, on a identifié, en gros, pour les municipales, donc on va se focaliser sur 120 villes dans les communes. Pivots, donc qui sont soit ont été gagnés ou perdus à pas grand-chose, dans des circos pivots. L'idée étant de construire le mouvement pour présenter les solutions. Mais en gros, l'idée, c'est que là, du coup, on va littéralement toquer aux portes. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les résultats du bureau de vote pour voir où est-ce que les potentiels de gauche sont plus élevés. Et c'est là qu'on va aller chercher les personnes et on va littéralement juste les aider en fait à s'inscrire. Est-ce que vous êtes bien inscrit? Est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes de l'aide par téléphone, par email? Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment une espèce de service après vente du vote. En fait, un service qui devrait être fait par l'État, en fait. Clairement, le système ne fonctionne pas bien, là. Soit automatique, soit, ça doit être autrement. Voilà. Donc là, on est en train de faire ce travail-là, et clairement, c'est un travail ça fait 7 millions, ça fait beaucoup de portes, là. Donc voilà. Et donc voilà. Donc ça, c'est un très important travail à faire. Puis après, moi, à titre personnel, les Sambas, ça fait, je sais pas, 15 ans qu'ils se dédiabolisent avec la droite qui commence à faire un moment de vie qui va. Ça a été un travail de longue haleine pour eux, pour l'extrême droite. Ça a été un travail de longue haleine pour nous aussi, d'aller dans l'autre sens. Enfin, faut pas dire que là, on va régler le problème d'ici 2027, c'est pas possible. Par contre, on va pas commencer dès maintenant, c'est sûr. Je pense le prérequis pour une campagne de porte-à-porte réussie, c'est d'apprendre, et c'est ce qu'on a eu nous dans nos différentes formations, d'abord d'écouter en fait ce que les gens ont à nous dire, plutôt que d'arriver et de tout de suite dire alors voilà, on a le parti miracle qui va régler tous vos problèmes. Par expérience, nous on en a fait pas mal des porte-à-porte, que ce soit en français pour le NFP ou en allemand dans le cadre des élections législatives de février, et les gens ont des choses à dire en fait. À partir du moment où on leur fait comprendre qu'en fait on n'est pas là pour juste récupérer leur voix et qu'on repassera dans 4-5 ans, et qu'on est là en disant non, nous aussi on habite dans le quartier, nous aussi on voit qu'il y a des problèmes sur tel ou tel sujet et on veut essayer de faire changer les choses, et on a un candidat, nous dans ce cadre-là c'était un homme, donc c'est pour ça que je suis un candidat, qui vient aussi du quartier, qui est implanté depuis des années, et ça fait une énorme différence par rapport à quelqu'un ou quelqu'un qui serait parachuté par exemple. Donc déjà poser le cadre pour un porte-à-porte réussi. Ensuite,
Pour les Français, Françaises à l'étranger, c'est toujours un peu plus compliqué parce que c'est vrai qu'il y a des fois une méfiance de comment ça se fait que vous avez eu mon adresse, et c'est compréhensible. C'est pour ça qu'on a aussi fait une immense campagne de mobilisation sur les réseaux sociaux qui a très bien marché, mais aussi une campagne de retrouvailles dans certains lieux de gauche. Et c'est ce que les gens recherchent aussi, retrouver du lien. C'est pas seulement, alors ça passe par le porte-à-porte en France, je pense de manière très réussie, mais ça passe aussi par refaire du lien avant d'amener tout de suite le sujet politique. Et dans ce cadre-là, nous, on a, dans le cadre de Paris Insoumise, on a fait une série d'hivers solidaires pour lutter justement contre cette solitude-là que peuvent avoir les personnes de gauche ou même les personnes tout court à l'étranger, et se dire voilà, on est ensemble, on crée du lien, on essaye de discuter sur certains sujets, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais au moins on est ensemble, on essaye de débattre sur certaines angoisses aussi qui peuvent être amenées par l'actualité, et ne jamais oublier aussi que avant l'élection, c'est après l'élection, et après l'élection, c'est avant l'élection. C'est-à-dire que être actif politiquement, c'est pas être actif 2 mois avant l'élection, essayer de rappeler la mise, et puis après repartir et dire que de toute façon, on se réveillera 2 mois avant la prochaine élection. Moi, je suis franco-marocaine, femme, donc je sais que l'extrême droite, je serai une de ses premières cibles, et je pense que c'est extrêmement important qu'on soit actif et active, justement, surtout entre les élections. Parce que pendant les élections, il y a une mouvance, que ce soit par les médias, même si c'est pas dans notre sens, il y a quand même une dynamique qui se met en place, qui est porteuse, alors dans un sens ou dans l'autre, mais ce qui est extrêmement important, c'est d'être justement actif et active dans ce laps de temps qui nous manque à chaque fois, et on se dit, ah, mais on aurait dû s'y mettre 2 ans avant. Et bien là, on est en plein dedans, et c'est pour ça que c'est extrêmement bien d'avoir ce genre de plateforme-là, ce genre de week-end-là, pour discuter de ces sujets-là et dire, on reste actif. On reste actif, il n'y a pas d'échéance électorale, mais en fait, on n'est pas là pour les élections, on est là pour une vision du monde, on est là pour dire est-ce qu'on veut que nos enfants vivent sur une planète vivable ou non, est-ce que on pourra continuer à vivre dans une Europe qui a notre image, c'est-à-dire une Europe des libertés, ou alors est-ce qu'on se rend compte que la liberté c'est que pour certaines personnes, et enfin avoir un discours cohérent. Là on est en train de discuter de la lutte contre l'extrême droite, alors on est en Europe donc on parle plus des sujets européens, mais il y a une extrême droite qui en ce moment fait un blocus depuis 62 jours sur la bande de Gaza, et je pense que c'est extrêmement important aussi d'être vocal sur ce sujet. Et là-dessus, je suis aussi extrêmement fière du nouveau Front populaire parce que c'est la seule force à l'Assemblée nationale qui pousse continuellement pour parler de ce sujet-là, qui est le régime d'apartheid en Israël. Et je pense que c'est extrêmement important de mettre la lumière là-dessus, de dire on se bat contre l'extrême droite, pas seulement en Europe, mais on se bat contre l'extrême droite dans le monde entier. On parlait des États-Unis. Je pense que c'est aussi important que les Israéliens et les Israéliennes de gauche sachent en France, on a le nouveau Front populaire qui sera à vos côtés, aux côtés des Palestiniens et Palestiniennes, aux côtés des Israéliens et Israéliennes de gauche, pour dire c'est pas normal qu'on ait une population qui soit complètement affamée. Sur la bande de Gaza, il y a 30 Palestiniens qui meurent, enfin Palestiniens de moins de 18 ans, qui meurent par jour. Voilà. Je finirai là-dessus, mais je pense que c'est extrêmement important d'être vocal et de pouvoir utiliser aussi toutes les plateformes possibles pour être aussi concret et réaliste sur nos actions et dire on ne peut pas être contre l'extrême droite en France et après aller la soutenir comme l'a fait Yael Braun-Pivet en Israël. Et une dernière chose, avant de passer le micro, il ne faut pas aussi être illusionniste ou irréaliste dans ce qu'on projette, c'est-à-dire que on l'a vu en 2024, une baisse de l'abstention, malheureusement, ça ne veut pas directement dire une hausse des voix pour le camp du progressisme et de la gauche. Malheureusement, voilà, il reste aussi pas mal de gens qui ne votent pas, qui, s'ils votaient, voteraient pour l'extrême droite. Donc c'est pour ça que l'expression allez voter, je dis en fait si tu votais Rennes, non, reste chez toi, en fait le vote il a lieu mercredi, ne va surtout pas voter, je crois que tu n'es pas, voilà, tu es sûrement, voilà. Donc je pense qu'il faut aussi sortir de ça et de se dire allez voter, oui, mais allez pas voter contre vos droits. Et ne jamais oublier que si vous n'allez pas voter, n'oubliez pas que les riches vont voter, que ceux qui vont lutter contre, vos intérêts à vous en tant que 99% restants de la société, eux, ils vont aller voter. Donc, allez voter et continuer à militer, surtout entre les échéances électorales. Bon, beaucoup de choses ont été dites, et donc je vais essayer de compléter. Bon, il y a plein de points d'accord, et heureusement. Moi, je voudrais répondre à ta question, Valérie, sur le temps long, est-ce qu'il faut faire ça tout le temps, etc. Il faut quand même qu'on s'instruise et qu'on arrive à s'instruire de la séquence qui vient de l'année dernière. Et en fait, je le dis parce que c'est difficile de se dire qu'on se réveille un jour et qu'on fait campagne ensemble à la dernière minute, etc. Donc, je crois que ce que vous faites, c'est en ça que ce que vous faites ici, c'est important, faire vivre
votre rassemblement, notre rassemblement du Nouveau Front Populaire, d'ailleurs qui a largement dépassé en juillet dernier les frontières de nos partis respectifs, et où on a vu la société civile faire irruption dans ce large rassemblement. Ils n'étaient pas à la télé, mais ils étaient dans les combats. Moi, je l'ai vécu dans mon territoire où on appuyait sur un bouton, on mettait un message Facebook et il y avait plein de gens qui venaient. C'est la première fois qu'il y avait des syndicalistes qui appelaient à voter au nom du syndicat pour des candidats, des associations en tant que telles, des ONG, etc. Et ça, c'est précieux. Mais reconnaissons-le, moi j'étais dans la salle qui négociait au nom de Génération, qui discutait du programme, et mon binôme, parce qu'on est un binôme à la direction de Génération, Ali Rabé, le maire de Trappes, et moi, binôme paritaire, et donc lui il s'occupait des circonscriptions, et moi j'étais sur le projet, et honnêtement, enfin, ça a donné une belle, on est sorti de là, c'était bien, on était contents, on a fait bonne figure et tout le monde a souri sur la photo, mais la vérité c'est que ça aurait pu pas se faire s'il n'y avait pas des centaines de gens au pied du local de ELV où on discutait, qui criaient unité, unité, des étudiants qui sortaient de la fac et qui venaient tous les soirs. Et à un moment, je me rappelle, c'était le jeudi soir, tout le monde se disait, mais attends, il va se passer un truc, si on... Croyez-moi, dans la salle, c'était pas facile. Et pourtant, les efforts étaient là, il y avait tous les mots-clés qu'il fallait bien, le terrorisme, le Hamas terrorisme, le machin, enfin, tous les trucs qui pouvaient crisper les uns et les autres, où il fallait vérifier, y compris ceux qui étaient là dans la salle pour empêcher que l'accord ne soit scellé, parce qu'il y avait des gens dans les délégations, des micro-courants de machin, etc., qui étaient là pour que ça se fasse pas. Et et y compris on s'organisait pour que certains ne viennent pas, ne soient pas dans les délégations, parce qu'on voyait bien qu'il y avait des tentatives pour faire avorter ce rassemblement qui était pourtant vital. Et il a été fait, la vérité, c'est qu'il a été fait pour préserver les circonscriptions des uns et des autres. Ça a marché, ça a permis de limiter la casse, ça n'a pas complètement marché parce qu'on n'a pas obtenu la majorité, mais quand même, ça a permis, grosso modo, qu'on s'en sorte et qu'on puisse afficher le fait que la gauche était en tête à cette élection, avec toutes les péripéties et le ridicule dans lequel on a été dans les semaines qui ont suivi. Et en fait, ça, il ne faut pas le refaire. Parce que c'était du bricolage sur un coin de table pendant 4 jours et 4 nuits, là, 3 jours, 3 nuits, on n'a pas dormi, on a fait ça jusque là. Et que ça, on a la responsabilité de construire dans la durée. On a été capable, sur un point de table, en quelques jours et quelques nuits, d'avoir une plateforme programmatique commune. On vient pas raconter maintenant qu'en plusieurs mois, on n'est pas capable de créer les conditions de convaincre les électeurs de gauche. Je ne sais pas si vous avez vu le sondage qui est sorti, là. Tout lié la gauche, là, rassemblée et tout, on est à 26%. D'abord, première information, le sondage de Vaccin Interactif qui a été commandé en gauche, c'est plutôt avantageux normalement la manière dont c'est formulé, pour nécessiter comment sont fabriqués les sondages, mais première information. Les gens attendent qu'on soit rassemblés, les électeurs de gauche veulent que la gauche soit rassemblée, quel que soit franchement, si on est capable de se mettre d'accord sur un programme et qu'on a une candidature sur un candidat, ça me va bien. D'ailleurs, j'ai même pas de bilan à cette élection présidentielle. Dans la Génération, on n'a pas de pouvoir à descendre, donc ça me va bien si on se met d'accord. Deuxièmement, la gauche rassemblée, elle peut être au deuxième tour et on est annoncé à 26% aujourd'hui. C'est pas beaucoup, mais ça permet qu'on soit au deuxième tour. En fait, le vrai sujet, c'est ça, en fait. C'est comment on se débrouille pour pas être en campagne pendant 15 jours pour à la fin bricoler un truc. Comment on fait pour que ce ne soit pas les uns qui imposent aux autres. Comment on fait pour ne pas surjouer les nuances ou les divergences, alors qu'on a été capable en 4 jours de trouver un truc avec des propositions communes. Et comment on se dit, là, notre responsabilité, enfin, moi, toi, t'es franco-marocaine, moi, je suis franco-tuniso-marocaine. J'ai 3 nationalités. Parce que mes parents. Et en fait, franchement, j'ai des enfants adolescents qui sont à l'école publique, au collège et tout, et qui me disent, maman, est-ce que tu crois qu'on va devoir quitter la France si l'extrême droite arrive au pouvoir? Ça me fait mal au vide. Et donc, je le dis, les gens, ils ne vont pas se déplacer la prochaine fois comme ils se sont déplacés par responsabilité parce qu'ils ont vu à quel point on a perdu derrière, on a été incapable de proposer quelqu'un, et le droit sur la culture de pantalon, etc. Et ça, il ne faut pas qu'on le refasse. C'est la seule manière qu'on ne le refasse pas, c'est qu'on n'attend pas la dernière minute
avec une solution imposée par les uns, par les autres, avec des gens qui s'affrontent, et avec, ils sont combien de candidats à cette déclarée? J'imagine même, je compte même plus tellement il y en a un tous les 3 jours. Et ces gens-là, on se dit, tout le monde, et y compris, je fais exprès, je mets un budget dans la formulaire, y compris, je veux dire, moi je suis pour que du Parti Socialiste à la France Insoumise, on arrive à se dire, on a des conditions de désignation communale. Le rassemblement, il faut qu'il se fasse sans exclusion. Qu'est-ce que c'est cette manière de commencer en disant non, sans cela, ou alors non, sans cela, on a été capable il y a quelques mois de le faire ensemble. Et donc, oui, tu as raison. C'est la campagne, c'est pas la dernière minute en disant, ah bah tiens, on a bricolé un truc, on va se convaincre. C'est sur le temps long, comment on crée de la culture, comment ça se fait quand vous êtes en train de faire là, en débattant. En plus, ça se passe dans une très bonne ambiance. Moi, hier, je rigolais hier soir et je disais, on a un socialiste à côté dans ma famille, faut que je prenne une photo. Faut que je prenne une photo, ils s'engueulent pas, ils rigolent, ils discutent et tout, je ne dirais pas les noms. Et donc, c'est presque émouvant, en fait, parce que dans la période, franchement, je n'ai pas été là, je suis conseillère régionale de France, c'est pesant. À chaque fois qu'on propose un communiqué à signer par tout le monde, il y a un truc, mais non, il faut pas être machin et tout. Et en fait, on est juste ridicule et les gens n'attendent pas ça. Et on a une responsabilité, non pas seulement par peur de l'extrême droite, oui, il ne faut pas que l'extrême droite arrive au pouvoir. Mais en plus, moi, je vais reprendre la formule de Benoît, sans faire la coupe de service, qui dit il faut qu'on invite les gens à voter pour. T'as raison. T'as raison, en fait. On n'est pas juste contre l'extrême droite. On a des propositions pour un futur désirable qui donne envie de construire quelque chose en commun et qui donne envie de renverser la table et sur une ligne de rupture. Benoît Hamon, en 2017, quand il est socialiste à l'époque, on a compris qu'il s'était fait poignarder par une ribambelle de gens qui se sont mis dans la foulée, parce qu'ils avaient perdu la primaire. Il a gagné sur un Benoît Hamon qui n'est pas un afro-gauchiste révolutionnaire qui tue les riches. Il a gagné sur un programme de rupture, en fait. Il l'a fait sur un programme de rupture. Le programme du Nouveau Front populaire, on a fait ensemble, c'était un programme de rupture avec le capitalisme et le modèle libéral qu'il voulait imposer. Donc, on a été capable, en fait, de se mettre d'accord sur tout ça. Il n'y a aucune raison. Je ne veux pas dépendre des congrès des uns et des autres. On va voir ce qui va sortir du congrès du Parti Socialiste. Vous avez bien compris que ça pouvait être un peu en fonction des résultats penchés d'un côté ou de l'autre. Encore que, je trouve qu'on s'est un peu trop justement au droitier dans le discours dominant, parce qu'on pense que c'est des questions internes, et c'est le jeu des congrès, j'ai vécu pendant 20 ans au Parti Socialiste, donc pas bien. On va voir ce qui va se passer, mais vraiment, il ne faut pas attendre, il faut se mettre vite au travail ensemble. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci beaucoup. Merci. On va prendre quelques questions, s'il y a des questions dans le public ou sur Twitch ou sur YouTube. Oui, il y a une question. Là. Ouais. Merci. Alors, on parle de militantisme, mais j'aimerais parler aussi du programme. Je pense qu'un des cas angulaires de l'extrême droite, c'est l'immigration. Et c'est pourquoi je me questionne parfois de demander pourquoi c'est un sujet que face à un espèce de tabou dans la gauche en général, pas seulement LFP, qui est au même niveau en fait que le nucléaire en Allemagne. C'est quelque chose dont on parle absolument jamais. C'est quelque chose qui est rattaché, si on parle de discrimination, c'est forcément racisme. Or, je pense que le Canada, l'Australie, qui ont des politiques d'immigration sélective, ne sont pas vus comme racistes. Et j'aimerais savoir si c'est aussi quelque chose qu'on peut envisager autre que le militantisme dans la lutte contre l'extrême droite. Est-ce que c'est un sujet qu'on peut sortir du tabou? Voilà, c'est une question un peu crue, c'est exprès. Je crois. Merci beaucoup pour la question. Je dis que c'est une vaste question qu'on va avoir du mal à répondre en quelques minutes. Tu veux bien, Ella? En fait, je voulais dire un truc sur le sujet tout à l'heure, sur la manière de faire campagne, parce que je crois que souvent, à gauche, on essaie de parler des électeurs du monde, des élections, alors qu'il faut
droite, à savoir la sécurité, l'immigration, les jeunes de dans société nationale, savoir ce qui sont d'ailleurs pas du tout la priorité des Français, puisque la priorité des Français, c'est par exemple la santé, les services publics, la sauvegarde des hôpitaux. Enfin, voilà. Il faut juste remettre les choses aussi dans leur contexte. Et nous-mêmes, on a l'impression que tout ça est prioritaire, parce que quand on arrive à la télé, comme ça parle de ça toute la journée, on a l'impression que c'est la priorité des Français, ça l'est pas. Et on a peur de faire peur, en fait, et donc on reste dans une espèce de tiédeur, en effet, qui fait qu'on ne peut pas trop ce qu'on pense, on a peur de se passer sur l'immigration, alors qu'on pourrait dire que l'immigration est une chance, et qu'aujourd'hui, on manque de compétences en France, il y a plein de métiers qui ne sont pas sur lesquels on n'arrive pas à recruter. Moi, l'immigration, c'est faire venir des immigrés par adéquationnisme, ceux qui correspondent aux emplois et tout, parce qu'il y a un côté bétail, c'est comme quand on est allé chercher la génération des parents, des grands-parents, en vérifiant si vous avez des belles dents et si vous travaillez dans les usines Renault. Donc, bof, je pense qu'il y a une autre manière un peu plus digne de considérer ceux qui viennent d'ailleurs, tout en reconnaissant que sur des métiers où il y a besoin de compétences, en France, ça va des médecins, vous voyez bien qu'on manque énormément de médecins, d'ailleurs, ils sont très maltraités quand ils sont payés 2 000 € par mois dans nos hôpitaux publics. Et on manque aussi de personnel dans la restauration, dans le médico-social. Donc, il y a largement de quoi le faire entre les premiers niveaux de compétences et les profils les plus qualifiés. En tout cas, il faut qu'on puisse en parler avec notre sentier d'heure, avec notre vision de gauche. Voilà. Et je pense que notre vision de gauche, elle peut convaincre qu'il faut qu'on l'assume. Et surtout, il ne faut pas se contenter d'être sur les thématiques de l'extrême droite et des migrations. Et je pense qu'il faut qu'on parle clairement de choses qui peuvent en fait sortir vraiment de la tiédeur. Je pense par exemple à l'obligation d'installation des médecins dans les déserts médicaux. Pourquoi on n'en parle pas plus clairement avec des campagnes? Parce qu'on a peur de froisser des médecins qui, enfin, sincèrement, je ne sais pas ce qu'ils veulent les médecins, moi j'ai un voisin médecin, mais globalement, je pense que c'est assez difficile de les convaincre de voter pour nous. Globalement, je ne sais pas faire de généralité, nous, quand on parle de plafonnement, on ne veut pas parler de plafonnement strict des loyers, parce qu'on a peur de chagriner quelques petits propriétaires qui ont leurs appartements nombreux. Bon. Et je pense qu'il faut y aller, en fait. Il faut y aller sur notre avis. Merci beaucoup. On va prendre encore 2 questions. Alors, 2 questions là. Ouais. Juste en 3 instants. Pas très vite, parce que je ne vais pas prendre la parole non plus. Je voudrais rebondir sur l'immigration et une chance. Parce qu'en fait, pour moi, ce n'est pas une chance. En fait, c'est un geste d'humanité. Et qu'en fait, ça n'a aucune importance de savoir si ça nous apporte pas quelque chose. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, on l'accueille. Enfin, et si on est tous sur un même bateau, et il n'est pas question qu'on nous mette par-dessus bord, peu importe ce qui va arriver. Parce que quelle personne on sera, quelle personne humaine on sera pas, si on se permet ça. C'est tout, en fait. Ça va pas plus loin. Pardon. Merci. C'est un peu, enfin, ce que tu viens de dire, c'est chouette, parce que quand on parlait du mot d'école, justement, je me dis, il y a des principes qui sont très simples, sur lesquels on peut tous être d'accord. Et je connais très bien j'étais partie et de comment ça s'organise, etc. Mais oui, ce qui m'a beaucoup choqué au début, après l'élection de Donald Trump, c'était le temps long, les explications complexes, les virements totalement de son etc. Et le fait qu'on a des gens de l'autre côté qui shootent, qui a tout ce qu'on fait, qui simplifient, qui caricaturisent. Enfin voilà, c'est la facilité de détruire des trucs versus le temps long que ça prend de construire, de se rendre, etc. Et du fait que justement, on a pas le temps, on est en train de faire sur ce thème-là. Donc voilà, c'est une question sur venant de mouvements de la société civile ou de partis politiques différents. Voilà, c'est des invitations ou des choses concrètes sur lesquelles on peut avancer dans les prochaines années jusqu'à l'élection pour s'assurer que justement ce travail n'est pas une idée sur la table, mais qu'on peut se dire, si eux, ils arrivent à s'entendre sur 3 idées très simples et très complètes et deux contextes que tout le monde comprend, qu'est-ce que nous, on a à raconter, qui soit pour, qui fasse envie, et voilà, on a plus. Ça se passe aussi. Vous avez quelque chose?
je rejette l'attaque très fort parce que je suis d'accord avec toi, Laurel. Je pense que justement, il faut utiliser ce temps long, des gros guillemets, parce qu'on sait qu'une solution, voilà, avoir une solution, ça fait une solution. Mais il faut utiliser ce temps-là pour se former, pour qu'on puisse avoir justement un lien fort entre les associations, la société civile, les syndicats, les partis, en fait, la société en globalité, qui se reconnaît dans des valeurs sociales et écologiques, et se dire comment on utilise ce temps-là entre les élections pour devenir de meilleurs militants de notre cause, en fait. Comment on arrive en fait, à dire non, l'immigration, c'est pas seulement une chance, c'est un prérequis de notre humanité. Nous, on va pas trier entre ceux qui vont des soins de vie, mais voilà, ceux qui balayent une rue, en fait, on accueille. C'est une personne qui fait. Et donc, comment on arrive à donner envie aussi aux militants et militantes de se former pour ensuite faire des bouts de neige et continuer à former d'autres. Je sais que nous, pour ce qui est de la France inscrite dans l'Europe centrale et Balkans, on travaille sur des permanences sociales et on va les mettre en place dans les prochains mois. On a aussi une formation sur reconnaître les formes d'antisémitisme et d'islamophobie dans la presse et dans la société qui va être mise en ligne très prochainement. Donc voilà, l'idée c'est de faire mieux et vraiment les enfants. Et donc voilà, comment faire mieux au quotidien et pouvoir aussi se former et s'auto-former entre nous et être légitime à essayer de changer la société dans toute sa représentativité. Voilà. Je vais faire en 2 secondes, c'est-à-dire que dans les temps populaires, on a l'empouvoirment militant est vraiment cœur de formation. Et c'est par exemple, on a une formation plus on peut le dire, il y a une formation, l'ensemble du groupe venir. Donc ça peut être des thèmes militantistes, mais aussi des thèmes politiques, c'est vrai que c'est, je pense qu'il y a un besoin de formation dedans. Ça va être non, mais je veux juste répondre parce que tu as dit qu'on a fait travailler sur un point avec eux, on a quand même utilisé un truc, je ne sais pas si j'en ai parlé de l'actualité, c'est quand même qu'il y a eu des appels et qu'il y a eu un appel, celle qu'on a désignée comme étant potentiellement notre candidate première ministre il y a quelques mois, qui a fait un appel à une primaire de toute la gauche, sans exclusivité, contrairement à ce qui peut être défendu par certains. Et donc, c'est important. Nous, par exemple, on a répondu favorablement, on n'est pas les seuls. Les Verts ont répondu favorablement. Il faut qu'on arrive à convaincre. Il faut qu'on arrive à convaincre. Voilà. L'intérêt, ça peut être une primaire, ça peut être autre chose. Moi, plus loin, si on arrive à créer les conditions de la désignation d'un candidat commun et unique de préférence. Après, s'il y a des gens pour l'élection présidentielle, il y a déjà des initiatives qui sont lancées. Elle a proposé de 2 juillet de quelque chose qui soit mis en place. Moi, ça me va bien que ce ne soit pas un parti qui porte pour éviter que ce soit le truc du PS, le truc des institutions, des Verts, des générations, même si on n'a pas de fonds internes. Mais voilà, c'est en tout cas, la proposition a été il y a quelques jours posée. Il y a des débuts de réponse et j'imagine que là, les congrès des uns, les discussions internes des autres nous permettent de bouger. Oui, merci beaucoup. Alors, je suis désolée, je sais qu'il y avait encore des questions et je ne veux pas vous frustrer, mais on a déjà en fait pas mal parce qu'il y a un petit problème de calendrier avec un autre événement qui va avoir lieu ici. Donc voilà, donc je vais terminer ce panel et là aussi, c'est le projet ce premier soirée, mais on peut continuer à discuter ensuite à l'extérieur, dans l'air. Et surtout, je vous remercie tous les trois d'être venus, voilà, d'avoir assisté, d'avoir pris place sur ce podium, d'avoir répondu aux questions, de vous avoir donné quelques pistes de réflexion. Merci beaucoup à vous trois. Merci beaucoup. Voilà. Oui, on est triste que ça a déjà fini un petit peu. Donc, nous tenons à remercier vraiment très chaleureusement tous les intervenants et toutes les intervenantes pour leur disponibilité, leur participation, ainsi que toutes les pistes de réflexion qu'ils et elles
nous ont apporté ce soir. Merci à vous tous et toutes dans le public voilà, d'avoir participé pendant ces 2 heures, d'avoir une écoute attentive et plein de questions. Voilà, j'espère qu'on pourra discuter encore par la suite. Donc, merci beaucoup Café Madame pour son accueil. Et puis, merci à l'équipe d'organisation. Donc, voilà, on dit 6-7. Voilà. Et on a travaillé depuis le mois de janvier à l'organisation de ces 4 jours de rencontre avec ce point de vue ce soir. Voilà. Et puis merci à vous pour la technique. Merci beaucoup. Et merci à tous les militantes et les militants de Berlin aussi qui ont contribué à l'organisation voilà, ce soir. Et est-ce que je dis un truc? Ah oui, voilà. Le débat est disponible aussi donc, sur YouTube et Twitch, pour ceux qui voudraient réviser. Voilà. Pour la prochaine rencontre LFP, on fera un quiz avec l'école. Voilà. Si vous n'êtes pas, c'est pas écrit dans mes notes, mais bon, je suis pas en freestyle. Si vous n'êtes pas encore engagé au LFP et que nous avons éveillé votre intérêt, n'hésitez pas à venir contacter, voilà, moi, Valérie, voilà, Alibé, Joseph et Antoine, oui, voilà, voilà. Et oui, et on a besoin de tous ces groupes et construire une société plus juste et plus égalitaire. Donc, schönen Abend euch allen und merci beaucoup. Et puis, on a une petite expérience, on a une petite expérience, vous pouvez donner les sous, mais sans les